Bonsoir, rebonsoir. La victoire du PSG et la soirée de triomphe, mais aussi les soirées, les événements de violence. On va tout de suite commencer par la partie triomphe. C'est la soirée au Parc des Princes où vous êtes, Brandon Warrett. Après le Champ de Mars, après l'Elysée, un mot sur l'ambiance. On la voit, on la pressent un peu derrière vous. Bonsoir Darius, c'est une ambiance complètement survoltée, 48 000 supporters qui acclament les joueurs du Paris Saint-Germain les uns après les autres. Écoutez cette ambiance exceptionnelle ici dans l'entraille du Parc des Princes. 48 000 personnes, le stade est plein à craquer, à guichet fermé. Regardez un peu plus loin, c'est fumigène, ces nombreux supporters. On a les différents virages qui attendaient les joueurs parisiens qui viennent d'arriver il y a quelques minutes. Ils ont été acclamés, on a eu João Neves, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et vous entendez, ici c'est Paris. Le président Nasser Al-Khelaifi a aussi été accueilli. Le trophée vient tout juste d'arriver ici en plein centre du stade. Beaucoup de monde. C'est assez exceptionnel parce que nous y étions ici le 1er juin 2025. Là, l'ambiance est montée d'un cran. Regardez, c'est assez incroyable, ces supporters qui sont là depuis tout à l'heure et qui veulent que le rêve se poursuive. Une deuxième étoile. La première était historique, la deuxième est légendaire et la fête se poursuit avec ses chants, avec ses cris, avec ses supporters à l'unisson, avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Brandon. Voilà donc la version communion qui est magnifique et on l'a vu tout au long de l'après-midi. L'autre aspect, il est beaucoup moins joyeux. Regardez, ce sont les violences dont on a maintenant un premier bilan. 219 blessés, dont 8 graves chez les participants. 57 côté force de l'ordre, il faut souligner cela. Le maintien de l'ordre, même imparfait, mais mené avec beaucoup de courage par des forces de l'ordre qui ont subi beaucoup de blessés. Guillaume Fard, vous êtes avec nous. Ce bilan, 57 blessés côté forces de l'ordre, donne une idée de l'effort qui est fait pour empêcher d'abord qu'il y ait davantage encore de victimes. Oui, ils étaient 22 000 à être engagés sur toute la France, 8 000 à Paris. C'était un engagement intense. On leur demande, qui plus est, d'aller au contact, c'est-à-dire que la doctrine de maintien de l'ordre dite à la française a évolué. Il y a maintenant 7 ans de ça. Et donc là où auparavant on serait resté plutôt en retrait pour éviter les blessures, dorénavant on demande aux policiers d'aller au contact pour interpeller. Qui dit contact dit blessure de part et d'autre. Il y a des émeutiers qui ont été blessés, il y a des policiers gendarmes qui ont été blessés. Comment expliquer ce cas français ? Vous êtes avec nous, Aniva, Bruno Pomar, Renaud Girard. Ce soir, je suis frappé des réactions, tous azimuts, c'est indépendant de la politique. Moi, j'ai aussi beaucoup de correspondants ukrainiens, polonais, hongrois, tchèque, slovaque, qui dit mais on n'a pas chez nous, c'est une spécificité française que ce qui devrait être une fête tourne à ce point-là à un désordre. La sécurité des biens, qui est quand même une des bases de l'État, qui n'est pas assurée. Tout à fait. Vous voyez par exemple les États-Unis d'Amérique ont un grand championnat qui s'appelle le Super Bowl. Tout le monde regarde ça, etc. Ce n'est jamais assorti de violence, de dégradation et de violence de ce type. C'est devenu, hélas, une spécificité française qui nous fait honte, parce qu'il faut voir l'impact, même sur l'économie française. Vous savez, c'était la une du site de la BBC. C'est lu par des centaines de millions de personnes. Et on voyait des émeutiers sur les Champs-Élysées. Les gens connaissent les Champs-Élysées parce qu'ils admirent cette belle avenue, ils admirent les célébrations, comme les célébrations pour le 11 novembre de la victoire de 11 novembre 1918, etc. Et quand ils voient des émeutiers et du mobilier urbain, des abribus. Un abribus, c'est fait pour qui ? C'est fait pour les ouvriers qui prennent, et les petits employés qui prennent le bus. C'est pas fait pour protéger des milliardaires. Et de voir que des émeutiers en plein Paris cassent ce mobilier à vocation évidemment sociale, ou des vélos de location qui sont pour les gens qui ne peuvent pas avoir un vélo à eux-mêmes, qui le préfèrent louer. Voilà. Vous dites, là, il y a quelque chose qui débloque en France, et surtout que c'est pas la première fois. C'est presque comme une sorte d'habitude française. Quelle est la pesée, là, vraiment, en termes de maintien de l'ordre ? Attardons-nous sur les images et aidez-nous, notamment Bruno Pomar, vous comme spécialiste, mais aussi Guillaume Fard, vous connaissez si bien le maintien de l'ordre. À quel moment est-ce qu'on fait la pesée ? Quand on voit, par exemple, l'attaque contre des magasins qui sont pillés, on voit les policiers sont pas loin, mais à quel moment on se dit on intervient, on risque qu'il y ait des blessés, peut-être même des morts, mais
moment on dit on laisse un peu faire et puis il y aura de la casse, mais on intervient? Il y a des phases de discernement, évidemment, et puis il y a c'est une autorité au niveau de la préfecture de police qui, effectivement, même si les forces de l'ordre qui interviennent très rapidement, on l'a vu, hein, les compagnies d'intervention de la DOPC, les Braves, etc., ces unités très mobiles qui sont capables d'aller au contact de ces noyaux ultra-violents, évidemment, quand il faut faire éclater ces noyaux-là, ils savent le faire, évidemment. Il y a aussi du commandement, attention, du discernement à faire. On peut pas. Ça veut dire quoi, le discernement? Qu'on laisse un peu faire en se disant il vaut mieux ça que. Oui, vous savez, c'est le maintien de l'ordre, surtout à ce niveau-là. C'est du rétablissement de l'ordre. C'est compliqué, croyez-moi. Hein. Moi, j'avais fait il y a très longtemps, mais je vous assurais que c'était beaucoup moins violent que là. Mais effectivement, c'est très compliqué pour nos forces de l'ordre pour faire le discernement entre est-ce qu'on intervient au bon moment sur un magasin parce que c'est nécessaire, effectivement. Est-ce qu'on intervient, on attend parce que les émeutiers sont au milieu des badauds, des gens qui sont là à se balader, hein, voilà. Donc il y a deux populations qui se mélangent. Pas pour le moment, mais là visiblement on a plutôt les émeutiers. Les supporters sont au stade. Les gens qui tirent au mortier. Moi j'ai été frappé. Oui, quand quelqu'un tire au mortier dans une foule, c'est une arme par destination. Et qu'on ne lui tire pas tout de suite dessus. Pourquoi? Les policiers? Ouais. Ah ben écoutez, non. L'objectif c'est d'interpeller. On peut pas tirer dessus. Non, mais avec des moyens. Oui, avec un LBD. Avec c'est une arme, possible, bien sûr, mais je veux dire. Mais s'il y a des tirs tendus, effectivement, le LBD peut rentrer en action, effectivement, parce qu'il y a une légitime défense évidente. Oui. Enfin, moi, je comprends pas très bien, Bruno Pomar. Vous dites le discernement, etc. Mais vous dites c'est très difficile. Oui, on imagine bien que c'est très difficile. Oui, mais enfin, d'autres capitales européennes arrivent justement à exercer leur discernement. Pourquoi on n'y arrive pas, nous? Qu'est-ce qui fait Budapest, où a eu lieu le match, par exemple. Budapest, il n'y a eu aucun problème. Où il y a eu lieu le match. On a énormément d'endroits où il n'y a pas de problème. Donc pourquoi chez nous, moi, je remets toujours plutôt la faute entre guillemets sur l'hypocrisie de nos politiques. C'est-à-dire, tout le monde dit que et c'est terrible. D'ailleurs, Emmanuel Macron a commencé à le dire quand il a reçu les footballeurs tout à l'heure. On peut le citer, hein, il promet d'être intraitable. Il a été très agacé. Je ne veux pas qu'on s'habitue à cela. Il a surtout dit on ne veut plus voir ça, fini, on en a ras-le-bol. Donc il a utilisé ces mots. Le président de la République était très agacé. Mais c'est pas la première année qu'on le dit. Moi j'ai surtout eu l'impression, si je peux terminer, que il avait envie de dire ça pour passer à autre chose. Ensuite, la fin de son discours, c'est-à-dire il avait vraiment envie d'expédier ce moment-là, pour ensuite passer à justement ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire l'unité de la nation, C'est etc. un gag de toute façon, puisqu'on sait que, par exemple, quand les voitures brûlées à Strasbourg, c'est quoi? Chaque année? Depuis combien d'années? Je sais pas, il y en a 700. Et chaque année, on dit c'est fini. Non, mais, mais ça, c'est... Attendez, non, mais Anne, je vais vous répondre. Pourquoi? C'est inacceptable. Alors, vous avez parlé de ce commerce. Moi, je me prends le commerce qui a été attaqué. Je crois que c'est rue de Ponthieu. Il faut savoir que le commerçant, c'est un citoyen qui paye des impôts très élevés, sans doute les plus élevés d'Europe. Hein. La moindre des choses que l'État peut lui donner, c'est la sécurité des biens, parce que vous savez c'est la base. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On remet. D'ailleurs, en France, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes. Et je suis très pour ce système. Je suis contre le système américain où les gens se défendent eux-mêmes. Mais la moindre des choses, avec ce taux d'imposition, c'est d'avoir quand même la sécurité dans les rues. On ne peut pas mettre un policier devant chaque magasin. Mais comment font les autres? Alors attendez, il y a un problème sociologique, c'est autre chose là. Je vais laisser peut-être des peines aussi. Non, pas suffisamment fortes. Bruno Pomar. On parle de violence urbaine. On parle pas de hooligans, c'est pas tout à fait pas du tout la même chose. Là, on parle de violence urbaine, c'est-à-dire de jeunes de quartier qui viennent systématiquement sur Paris pour piller les commerces et pour affronter la police. Et là, il y a un vrai problème de sociologie, c'est-à-dire ces gamins des quartiers, et Dieu sait si j'en connais beaucoup, n'ont plus de cadre, n'ont plus rien, et ils s'expriment malheureusement en faisant ce qu'on voit là ce soir. Ce ne sont pas des supporters, ce sont simplement ils veulent affronter la police. voyous. Comment la police n'arrive pas donc à les contenir? Ben si, écoutez, excusez-moi, Anne, combien ont été interpellés? Quand il y a des débordements. Combien on en a interpellés et combien sont présentés à des juges, puisqu'il y a beaucoup de juges qui ont été détachés pour pouvoir gérer les mineurs. Il y a considérablement d'interpellations qui ont été faites, donc il va y avoir des jugements, peut-être pas dans les médias. Il y en a beaucoup parce qu'il y avait beaucoup plus de policiers sur place. Oui, aussi, mais de 5 000, on est passé à 8 000 par rapport au dernier événement. Non, très sincèrement, moi, je voudrais que vous compreniez que c'est d'une complexité d'intervenir, ce que font les unités très mobiles là, pour aller au contact, pour extraire les éléments les plus violents. Je peux vous assurer que c'est très compliqué. Voilà. Et l'essentiel pour eux, c'est de pouvoir éclater ces noyaux pour éviter qu'ils se regroupent. Soyons honnêtes, hein. Je lis Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui dit la France est un grand pays de gestion de l'ordre public. Alors, c'est vrai, quand on regarde ça, certains ricaneront un peu, mais
En réalité, est-ce que c'est une logique de la soupape? C'est-à-dire, on laisse un petit peu la pression y aller parce qu'on se dit, mieux vaut qu'il y ait un peu de désordre, un peu de casse que d'avoir des blessés graves, des morts graves. S'il y a 2 émeutiers tués, vous savez très bien que le ministre de l'Intérieur, il saute. Oui, enfin pas que ça. Là, ce sont des semaines et des semaines et des semaines d'émeutes. Vous voyez ce qui s'est passé après la mort du jeune Naël en 2000. Ah oui, on a peur d'encore plus d'émeutes. Bien sûr. Mais donc c'est la peur qui anime l'autorité. Ça peut être la surenchère. Maintenant, la doctrine de maintien de l'ordre a évolué. On va davantage au contact. Quand on se compare aux voisins, parce que on entend beaucoup, oui, chez les voisins, quand il y a des finales de matchs de football, c'est pas comme ça. Mais parce que c'est pas un sujet sportif, c'est un sujet sociologique. C'est-à-dire que nous avons dans la configuration géographique et sociologique de l'Île-de-France, Paris, et tout autour de Paris, des départements qui sont à la fois les plus jeunes de France et les plus pauvres de France. Et que ceux qui sont jeunes, et singulièrement les moins fortunés, quand ils sont désœuvrés, ils décident qu'ils vont venir à Paris pour aller affronter la police et pour dégrader des commerces et souvent les piller. Et donc ils profitent d'une masse critique de personnes. Ça peut être un événement sportif, ça peut être une manifestation revendicative. Scoop, c'était à peu près les mêmes profils le soir du 1er décembre 2018 quand l'Arc de Triomphe est dégradé par les Gilets jaunes qui sont venus faire leur marché dans les commerces de luxe de l'avenue des Champs-Élysées dans les rues adjacentes. Donc eux décident qu'ils vont venir et qu'ils vont venir en nombre. Donc après la question, et l'unique question, c'est comment vous les empêchez d'accéder. Et sur le comment vous les empêchez. Mais ce que vous venez de dire, pardon de vous couper, mais c'est très fort ce que vous venez de dire. En fait, on a peur qu'en réprimant un peu durement, ça provoque une surenchère. Donc on a peur d'eux en réalité. Oui, et dès qu'on sent la peur, dès qu'il y a peur, et surtout dès qu'on sent la peur, là, au contraire, ça libère toutes les énergies. Il faut absolument pas, et un État ne doit jamais montrer qu'il a peur. Ils ont la trouille. Ils ont la trouille que ça explose. Et dans tous les domaines, dans le domaine, c'est un truc qui a été bien géré par Sarkozy, dans le domaine économique. Sur quand la confiance était complètement effondrée après le crash de 2008, il a montré qu'il n'avait pas peur. Non, ça n'a rien à voir. Pas peur de quoi, Renaud, pardon? Non, pas peur. Il a dit, on n'a pas peur du crash économique. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Oui. Non, mais là, c'est-à-dire, il ne faut pas. Non, bien sûr, mais il ne faut pas que l'État montre sa peur. Mais jamais. Mais vous dites que la clé, c'est de pas les faire venir, de faire réussir en sorte à ce qu'ils ne viennent pas. Mais comment est-ce possible? Alors il y a un contre-exemple absolu. C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024. Là, il y a un événement sportif de grande ampleur tous les jours avec une masse importante de personnes. 0 débordement, 0 image de cette nature. On peut les chercher dans toutes les archives de la Tour TF1, on les trouvera jamais. Pour quelle raison? Parce que en fait, on a surtout mis en place un dispositif qui était très contraignant pour les riverains. Comment ont vécu les Parisiens sous cloche? Avec des zones d'accès restreintes, avec de la colorimétrie, on n'y comprenait d'ailleurs pas grand-chose, des grilles partout qui vous empêchaient de passer, et un QR code. Alors, qui a envie de revivre ça? Et ça fonctionnait. Ça a très bien marché. Avec beaucoup d'hypocrisie. Rappelez-moi, moi, ça me frappait de voir comment les mendiants ont été expulsés. Comme dans les pays, certains autres pays autoritaires où, quand il y a des grands événements, tout à coup, il n'y a plus de marginaux, il n'y a plus de mendiants. Alors, ça marche, mais au prix d'une certaine hypocrisie, parce que la ville est... Vous voulez qu'on fasse en sorte que l'avenue des Champs-Élysées, puis après tout le 8e arrondissement, puis après ça va s'étendre, vivent sous cloche le jour d'événements comme ça, et quand vous mettez un QR code. Quand on l'a fait à Biarritz pour le G7, les Biarros ont légitimement hurlé, les commerçants vous expliquent que vous avez asséché de toute leur clientèle. Ça n'est pas raisonnable. Qu'est-ce que ça révèle de la société française quand vous semblez dire de toute façon il y a une telle peur que les banlieues s'enflamment que on se dit il vaut mieux pas trop pousser? Est-ce que ça montre que, hélas, il y a, comme il y avait au 19e siècle déjà, une espèce de lumpenprolétariat, de certains bas-fonds qui existent, qui sont là et qu'on va pas résoudre ni demain, ni après-demain, ni dans 10 ans en réalité. Alors il y a un problème effectivement de laxisme, y compris, je pense, de laxisme judiciaire. Je pense que si vous êtes pris en train de brûler ou de casser un abribus aux États-Unis d'Amérique, à mon avis, vous faites facilement 5 ans de prison. Voilà, donc les peines sont beaucoup plus élevées. Donc les gens, au Super Bowl, avant d'aller dégrader un abribus, ils réfléchissent un tout petit peu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça témoigne quand même, il faut le dire, d'une faillite du système de l'éducation nationale extraordinaire, parce qu'en fait, il y a quand même des centaines et des centaines de jeunes qui n'ont pas été
qui n'ont pas eu la moindre formation civique, le moindre apprentissage, qui sont pas pris par la société, par l'apprentissage, par le travail. Et ça, c'est une faillite énorme de l'éducation nationale, il faut le dire. Un mot sur l'image à l'étranger, parce qu'évidemment, notamment, tout ce qui est mouvement nationaliste à l'étranger souligne ça. Musk le premier, évidemment. Alors, il a toujours été parmi les premiers à dire, regardez, désordre à Paris. Alors voilà, c'est son tweet avec un titre relativement sobre, beaucoup moins sobre, l'extrême droite allemande, Alice Weidel, qui dit remigration immédiate. Wilders, l'extrême droite nationaliste des Pays-Bas, arrêtez-les et expulsez-les tous, dit-il. Il y a là, évidemment, dans l'image de la France, quelque chose qui, en tout cas dans ces milieux-là, mais pas seulement, touche. Paradis, la France, paradis touristique. On essaie de vendre ça, parce que notre industrie, Émilie in Paris, notre industrie quand même, voilà. Donc on fait des dépenses considérables dans les rues pour les verdir, etc., etc. On fait faire venir des touristes, et voilà le spectacle qu'on donne. Parce que malheureusement, ces images sont diffusées à des centaines et des centaines de millions de personnes. Ça, c'est l'image de Paris. C'est le malheur de la concentration de l'image télévisuelle, mais c'est comme ça. Alors, c'est l'image de la France, pendant juste une seconde. Ces images font le tour du monde, bien sûr, parce qu'elles sont fortes, même si, en gros, ça s'est quand même plutôt pas mal passé, il faut pas exagérer non plus. En revanche, l'instrumentalisation politique, elle est immédiate. Oui, elle est toujours par l'extrême droite. Oui, on va entendre demain ou après-demain, évidemment, la tolérance zéro, c'est le grand truc à la mode, les éléments de langage classique des politiques qui, quand ils sont pas au pouvoir, disent avec nous ça sera zéro bavure, zéro tout ce que vous voulez. À chaque fois c'est la même chose. Donc je crois très sincèrement, Darius, qu'il y a un vrai travail, un vrai chemin à mener. Je le disais tout à l'heure sur votre plateau, sur l'éducation. Il y a vraiment quelque chose, un plan Marshall sur la jeunesse. Attention, quand on parle de jeunesse, c'est pas la jeunesse de notre pays, sur le travail sociétal qui a mené auprès de ces jeunes, parce que effectivement, on a un problème vous rigolez, mais non mais vous voyez ce que je veux dire. On faisait l'exemple, pardon. Mais oui, mais c'est ça. Il y a des cas extrêmes. On a vu, je sais pas si vous avez des images où ils s'attaquent à des agents de la sécurité, comment dit-on, de la société, de la sécurité civile. Oui. Des gens qui sont là pour aider, qui ont la foi, pour aller aider, qui se font attaquer. Les pompiers, pour attaquer les pompiers. Et moi, j'ai été très étonné, quand on est au niveau d'attaquer des pompiers, il faut vraiment être un peu bas de plafond. Vous n'allez pas aller vers le type en lui disant, écoute, on t'explique quand même la civilité, etc. On est au-delà de ça. Je parle sur le fond. J'ai été très étonné. Les politiques, moi, j'étais très étonné que Monsieur Mélenchon, ou les gens que je vois souvent, agréablement d'ailleurs autour de ce plateau, avec qui je... Ne s'exprime pas, c'est ça ? Daniel Obono, par exemple, notre ami, etc., ne se sont pas exprimés. Parce qu'en fait, quand vous attaquez un pompier, c'est quoi ? C'est quand vous êtes très riche, vous allez directement à l'hôpital américain. Quand, on vous appelez mais quand vous êtes pauvre, c'est le pompier qui vous amène à l'hôpital. Et détruire un abribus, c'est un abri qui est fait pour les ouvriers, les employés qui prennent... Mais attendez, moi je prends l'abribus aussi, je prends des bus pour le traumatisme de Renaud Girard, c'est l'abribus. Il n'y a pas que les ouvriers qui prennent le bus, hein. Oui, mais même les employés. Mais ni les employés. Les riches PDG ont une voiture avec un chauffeur. Ça peut arranger parfois certains de prendre le bus. Et au livre, Raymond Queneau, c'est quoi les exercices de style ? Tout se situe auprès du bus. Alors vous avez l'obsession du bus, ces obsessions. Mais ce sont des équipements collectifs qui appartiennent à la société, du mobilier urbain. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une défense d'un ministre de gauche qui était catastrophé. Renaud Girard, réaction. C'est vrai que Alain Boer, qui est criminologue, dit toujours l'exemple des pompiers, qui est très révélateur. C'est quand on a commencé à s'attaquer aux pompiers, parce que s'attaquer aux forces de l'ordre, il y a un certain historique, mai 68, blablabla. Enfin, s'attaquer aux pompiers, c'est vrai que c'est assez surprenant comme procédé. Ça pose un problème, une vraie question sociologique. Quand vous voyez hier un groupe de jeunes qui tentent de prendre d'assaut le commissariat du 8e, ça veut bien dire ce défi à l'État, à l'institution policière en particulier, aux pompiers, à tout le monde. Donc ce que je voulais vous dire, Darius, c'est... Hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. Voilà, regardez de quelle façon le président Trump lui-même met en scène ce moment où il tient à montrer la
la puissance américaine et ce qu'on peut en faire, c'est sur son réseau social, son avion Air Force One, qui est entouré, vous allez nous dire de quoi, puisqu'il y a tout le... voilà, alors c'est une espèce de montage, évidemment. On a l'homme qu'il faut pour ça, l'obsédé des avions, la personne de Xavier Titelman. Expliquez-nous exactement tout ce qui vole autour du président américain. Alors vous avez au loin les deux qu'on voit là, c'est le B-2A Spirit, c'est ce bombardier furtif B-lanceur qui est un bombardier stratégique qui va passer le mur du Sion, qui vole en très très basse altitude et qui a géométrie variable. Et puis après, il y a toute la tripotée des avions de chasse, principalement des F-15 et F-16. Et j'ai pas vu des F-35. Peut-être qu'il y avait des F-35, mais ça a été un petit peu rapide. Donc, alors effectivement, ça représente une partie importante de la... c'est de l'IA, surtout. Il faut dire qu'on ne croit pas que c'est réel. C'est Donald Trump qui s'amuse, une fois de plus, en projetant sa puissance comme il aime faire. Alors là, c'est maximal, effectivement. Là, parce que c'est pas possible qu'on ait le B1, le B2 qui soit à côté de Air Force One, comme ça, là, dans cette formation. Dis-le, Xavier. Théoriquement, c'est pas possible. il faudrait qu'ils aient un petit peu plus d'espace. Parce que là, voilà. Ça me semble un peu serré, là. C'est Patrouille de France, version un peu embouteillage. Mais en IA, on fait ce qu'on peut. Gallagher. Non, mais il y a clairement la volonté d'une projection de force. Oui. Maintenant, force est de constater sur le principal théâtre d'opération pour les Américains en ce moment que cela ne se traduit pas par une victoire éclatante. En tous les cas, moi, je ne la constate pas. Je la constate pas au-dessus du détroit d'Ormuz. Je la constate pas au niveau de l'attitude d'un régime qui ne fait pas évoluer ses positions et qui complique la négociation qui est toujours en cours à ce stade. Donc, il peut plier énormément de vidéos avec beaucoup d'avions. Je ne pense pas que ça fera plier le corps des gardiens de la révolution islamique. Noémie Alioua. Non, vous avez raison. La guerre est loin d'être gagnée, ni par un camp, ni par un autre. Sans doute que Donald Trump, lorsqu'il a enclenché, lorsqu'il a commencé ses frappes sur l'Iran, il pensait que ça durerait beaucoup moins longtemps. Maintenant, il ne faut pas non plus sous-estimer les coups qui ont été portés au régime iranien, les gains qui ont été remportés par les Israéliens et les Américains dans cette guerre. En train de marcher, vous avez bien vu, quand ce régime réclame ses avoirs qui ont été gelés au Qatar, qu'ils disent que c'est un préalable à toute négociation. Comme les parents, tous les parents qui nous écoutent connaissent ce truc, quand on dit attention jusqu'à 3, puis à 2, vous dites il obéit pas, vous dites 2 et demi. On perd en crédibilité. Attention, je vais bientôt dire 3, voilà. On ne sort, Darius, on ne sort. Et là, une menace, ça va. Quand on est à la 5e, à la 10e, l'image est super bien faite. Mais c'est vrai qu'on se dit, il se passe pas grand-chose. On ne sort souvent de la dissuasion qu'à son détriment. Et là, Trump, très clairement, est sorti de la dissuasion à son détriment parce qu'on voyait très bien que le régime de Téhéran avait peur de Washington avant le 28 février. J'ai quelques exemples. Par exemple, il devait pendre un opposant. Trump s'est opposé, etc. Il a finalement été gracié, on l'a laissé rentrer chez lui, etc. Et donc ça marchait. Il y avait une négociation nucléaire le 26 janvier, le 26 février, par exemple, une rencontre avec médiation omanaise. Les Omanais sont des gens assez neutres, qui sont pas pro-iraniens. Ils ont reçu 2 fois le Premier ministre d'Israël chez eux. Eh bien, les Omanais ont dit que la négociation marchait très bien, progressait. On avait un rendez-vous le lundi sur le dossier nucléaire à Vienne. Eh bien, ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce que les Iraniens avaient vraiment peur que quelque chose, avaient vraiment peur d'être rasés par les Américains. Et là, malheureusement, aujourd'hui, les Iraniens disent même plus peur. On ne sort de la dissuasion qu'à son détriment. Cela étant, vous êtes déjà puni de votre excès puisque Trump vous contredit un peu. Il agit quand même. Il agit à bas niveau, mais il agit quand même. Mais regardez, les forces américaines ont bombardé ce navire battant pavillon gambien qui tentait de se diriger vers un port iranien. Le commandement central américain ont donné un certain nombre d'informations là qui se précisent sur le Lion Star qui transitait dans les eaux internationales en direction d'un port iranien. Donc il est dans les eaux internationales, ce qui fait que c'est une action de force quand même considérable des États-Unis qui agissent là. L'avion américain a immobilisé le navire en tirant un missile Hellfire dans la salle des machines, mode opératoire sur lequel on va revenir avec vous, notamment Xavier Titelman. Les forces américaines ont immobilisé 5 navires commerciaux et en ont redirigé 116 autres. Il y a quand même là une action où les États-Unis montrent qu'ils ne sont pas tout à fait démunis en termes de possibilités. Oui, alors je suis pas certain que bombarder des vraquiers, ce soit l'expression de la force la plus impressionnante
aux yeux de qui que ce soit d'ailleurs. Mais effectivement, on voit que l'une des réussites du régime iranien, c'est d'avoir déplacé le centre de notre attention sur ce détroit d'Ormuz, qui est toujours, si vous voulez, l'un des plus grands irrésolus de ce moment. Les États-Unis sont quand même pas inactifs. Alors ils frappent ce bateau qui bat pavillon gambien. Allez, petite. ils sont... Attendez, petit test. Justement, avec Quentin tout à l'heure, on le préparait. Quels sont les pays limitrophes de la Gambie? Piège. Le Togo. Piège. Non. Togo, vous dites quoi, vous? Non. La Gambie, le Sénégal. Oui. Et voilà, et un peu de deux côtés, le Sénégal même. Ah, vous êtes fort. Il est fort, Renaud Girard. Il n'y a que le Sénégal. Voilà. C'est quand même Bravo, la géographie. Là, on voit l'école normale supérieure. Il en reste quelque chose. Bravo, Renaud Girard. Merci. Non, mais franchement, moi, j'avoue, j'aurais séché. Effectivement, c'est un pays. C'est une honte. Je suis désolé. Vous avez honte, Xavier Titelman. Ah, j'ai honte là. Très bien. Voilà, ça c'est la parenthèse géographique qui est un peu idiote, mais quoi qu'il en soit. Pavillon gambien, il se dirigeait vers l'Iran. C'est quand même une façon de montrer un peu les dents aux Iraniens, Xavier. Non. Alors oui, en l'occurrence, le type de missile qu'il a utilisé, c'est un missile anti-char traditionnel qui a un guidage semi-actif laser, c'est-à-dire qu'il y a, pour taper précisément, par exemple, dans la salle des machines, il y a un drone, un avion ou un hélicoptère qui a une sorte de système d'éclairage. Il va désigner avec un pointeur laser l'endroit exact où le missile va aller, et le missile va remonter jusqu'à l'impact exactement à cet endroit-là. Et donc, ça permet d'avoir une grande précision, ça permet d'éviter de les faire couler le bateau, par exemple. On le voit à droite, en haut à droite, ce missile, hein, qu'on comprenne bien ce dont on parle, c'est-à-dire, c'est un missile là qui est quand même considérable, voilà. C'est un missile anti-char, donc c'est pas les très gros missiles qui vont faire 500 kilos, on est sur quelques dizaines de kilos, et on voit l'avant, on voit cette optique qui est très visible ici, avec la partie bombée en vert. Attendez, ça, je comprends, il y a l'optique sur le missile? Le missile a lui-même un capteur, c'est une sorte de grosse optique, c'est comme si vous une grosse caméra. Il a un œil au bout du nez, quoi. Exactement, et c'est son œil au bout du nez qui va détecter les lasers qui sont éclairés, donc ils vont être désignés, et les lasers, c'est une sorte de code, un petit peu comme du Morse, qui permet de savoir exactement qu'on est bien en train de suivre le code qui nous a été attribué. Du coup, on peut lancer plein de missiles en même temps, avec plein d'éclaireurs en même temps, et chaque missile va savoir sur quoi il va... L'image est fascinante. Effectivement, t'imaginer qu'un missile a comme ça une espèce d'œil qui vous regarde... Et qu'est-ce qui projette le laser, alors? Expliquez-nous une action de combat contre un char, par exemple. Alors, ou contre plusieurs chars, puisque vous avez dit... Par exemple, un petit drone, ou n'importe quel type de drone, ou n'importe quel avion de chasse, ou n'importe quel hélicoptère vont avoir des désignateurs laser. Par exemple, le Rafale, il a le pod de désignation Talios, qui fait plein de choses aussi. Ce pod de désignation à des dizaines de kilomètres de distance, il va éclairer la cible. Et l'accrocher. Il va l'accrocher, même s'il est en train de bouger. Déjà, nous, on bouge. Et donc, ça va, même si c'est un char qui est en mouvement, il l'accroche. Il va l'accrocher. Et donc, notre missile n'a pas besoin d'avoir de l'intelligence à l'intérieur. Lui, il va juste bêtement suivre cette petite lumière. Ce qui est accroché, le char en mouvement qui est accroché, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a une scène visionnaire, je ne sais pas si vous la connaissez, de Charlie Chaplin, qui tourne. Vous connaissez ce film extraordinaire, c'est Chaplin avec un obus, et puis il tourne et l'obus le suit. Et à l'époque, évidemment, je ne sais pas de quand ça date, mais c'est une scène d'anticipation. Et là, on voit que quelques décennies plus tard, ça existe pour de vrai. Effectivement, le missile vous suit. Non, effectivement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le champ. Enfin, intéressant. Chacun choisira son qualificatif. C'est qu'il y a l'emploi de cette munition, qui est une munition chère. Bon, les missiles Hellfire, les Américains en ont énormément, mais c'est pas tout de suite suivi d'une manœuvre d'abordage, me semble-t-il, parce qu'il y a un moment où le navire dérive, et ensuite il faut que quelqu'un en prenne le contrôle, surtout si la salle des moteurs a été j'allais dire rendue inopérante. Ensuite, et vous le rappeliez, c'est le sens de cette séquence, Darius, c'est qu'il y a la poursuite d'une activité militaire en miroir d'une espèce de, j'allais dire, machine diplomatique qui donne le sentiment un petit peu de ronronner. Voilà, là aujourd'hui, on apprend par CBS que Donald Trump a envoyé un texte amendé avec des exigences encore plus fortes, qu'il n'a pas encore reçu de réponse de la part des Iraniens, pour plein de raisons. D'abord parce que Donald Trump a très très peur du dégel des avoirs et de la question financière qui serait forcément inhérente à n'importe quel accord, mais aussi tout simplement parce que du côté iranien, du fait de la difficulté d'atteindre le guide suprême et pour lui de communiquer vers l'extérieur, bien tout cela rend le processus extrêmement pénible et chronophage. Oui, parler à l'Iran est compliqué. Est-ce qu'ils savent d'ailleurs? Moi, j'ai jamais compris s'ils bluffent. Qui bluffe dans l'histoire? Est-ce que les Américains ont vraiment des interlocuteurs, ou est-ce qu'il y a un peu au petit bonheur la chance où ils essaient et puis on... Non, les Américains disent que ça prend du temps. Bon, ça les arrange aussi que ça prenne du temps puisqu'ils savent pas quoi faire. Mais ils disent que ça prend du temps d'accéder
cédé au guide suprême, qui effectivement passe par des courriers sur des ânes, etc. Enfin bon. Sur des ânes. Oui, je plaisante peut-être un peu, mais enfin, quand j'étais en Tchétchénie il y a plus de 20 ans et que j'essayais de retrouver le chef de guerre Mastradov, qui a été tué ensuite par les Russes, il fallait passer par des courriers aussi. Puis je lui envoyais des questions sur des cassettes. Il fallait attendre la réponse, etc. Donc c'est vrai qu'il faut attendre plusieurs jours. Là, c'est ce à quoi sont confrontés les Américains. Et en attendant, effectivement, ils font diversion sur Hormuz, puisque je rappelle que sur Hormuz, c'est toujours la même situation. Trump dit que Hormuz doit être réouvert immédiatement et qu'il ne doit pas y avoir de péage, alors que les Iraniens disent qu'il sera réouvert, mais avec un péage. Donc, pour le moment, les Iraniens savent que Oman, c'est leur plus grande force de dissuasion. Écoutez cette séquence, parce que comment procèdent les Américains? On a une version un peu plus complète avec l'attaque contre le Tuska, qui est un navire aussi, qui était un navire de transport. Écoutez de quelle façon l'armée américaine le somme d'arrêter sa route, sans quoi il y aura le tir contre la salle des machines. C'est le même scénario qu'ici. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Voilà. Refaites-nous la traduction, Gallagher, faites-nous le capitaine du... Alors, je sais pas comment ça... Il s'adresse donc à l'équipage du Tuska et lui, il leur intime l'ordre d'évacuer immédiatement la salle des moteurs parce qu'ils s'apprêtent à faire feu. Et ensuite, ils font résonner leurs cornes de brume et on entend le bruit des tirs qui sont menés avec ce canon en direction de... Voilà, évacuez votre salle des machines, évacuez votre salle des machines. On voit que c'est encore assez civil. Hein. Il avertit qu'il va tirer dans la salle des machines, donc il peut s'éviter des morts. C'est quand même dans les eaux internationales, c'est un cas techniquement un peu de piraterie. Hein, Ils sont pas chez eux. Hein. Puisque la guerre n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ah, rien n'a été autorisé. Donc le fait, et c'est un bateau militaire contre un bateau civil. Bon, je dirais la moindre des choses, avec la disproportion de force, c'est de dire, je vais vous bloquer, je vais vous casser votre bateau, mais je vais essayer de pas tuer de gens, quand même. C'est quand même, bon, voilà. Donald Trump a utilisé lui-même le terme de piraterie. Oui, il en était fier. Il a dit, vous savez, c'est un peu comme si on faisait de la piraterie. Mais autre chose, le Daily, qui est le podcast, comme son nom l'indique, quotidien du New York Times, a réussi à joindre un capitaine, donc de l'un de ses navires. Il y en a plus de 1200 qui sont coincés là. Indien, qui après des semaines a réussi à s'échapper. Et la grande force de ce très beau moment de journalisme, c'est de nous avoir quelque part reconnectés avec les équipages qui s'abandonnent, qui n'ont rien à faire, rien à voir avec cette histoire. Qui souvent sont plurinationaux, il y a toutes les... Si vous voulez, moi ça m'a fait culpabiliser parce qu'on avait fait une séquence ensemble où on voyait un capitaine chinois qui narrait quotidiennement, il restait une orange dans son frigo, etc. On avait un peu souri. Et en fait, ils racontent leur espèce de détresse où ils se rendent dans le détroit d'Ormuz parce que c'est un endroit, et on l'a beaucoup dit ici, qui est très commun en termes de navigation à des fins commerciales. Et il explique le moment du piège où il entend les explosions retentir. Et il dit qu'il pensait que c'était peut-être ses collègues qui avaient fait tomber un container, que ça faisait un fracas pas possible. Et s'ensuit en fait une véritable prise d'otage dans le cadre d'un conflit, avec les messages en direction de sa famille. Tout est dantesque. Il faut imaginer les marins gambiens, thaïlandais, indonésiens, indiens, qui se retrouvent. Alors, ils risquent les mines iraniennes, ils risquent le tir dans la salle des machines des Américains. C'est pas très Celui dont vous avez parlé, d'ailleurs, a perdu son meilleur ami, celui qui l'avait recruté pour venir sur le bateau. Là. Juste une info qu'il y avait dans ce podcast, Darius, qui m'a beaucoup intéressé, qui n'a pas été très reprise, c'est qu'on y apprend que la marine indienne, donc des militaires de la marine indienne, se sont rendus à l'intérieur du détroit pour escorter ce vraquier dont l'équipage était indien. Donc on voit que et les Américains et les Iraniens ont bien dû quand même voir
ce bâtiment militaire passé, parce qu'on a vu, il naviguait pas avec son transpondeur éteint, il y a un accord qui a été passé pour que certains puissent s'en sortir. Mais on va se rendre dans quelques instants dans le Proche-Orient, puisque les tirs iraniens, et vous allez voir que c'est un moment très important, puisque l'Iran essaie de menacer via notamment le Koweït. Mais avant ça, regardez cette image de Trump qui est fier de se poser en seigneur de la mer. Vous disiez, il avait dit, oui, nous sommes des pirates, avec une certaine, vanterie. Et là, commentaire là-dessus, Noémie Laniwa, est-ce que ça marche malgré tout? C'est-à-dire petit à petit, quand il se montre là, celui qui peut empêcher, disons, le commerce iranien, est-ce que petit à petit, quand même, l'Iran en souffre? La question, c'est de savoir, quand on regarde ces images, à qui elles s'adressent. Évidemment qu'elles ne s'adressent pas forcément au régime iranien, parce que je doute que le régime iranien soit convaincu de la puissance américaine en regardant cette image faite par l'intelligence artificielle qui présente Donald Trump comme un grand monarque. Par contre, sans doute qu'il s'adresse à sa base MAGA, qui continue de le soutenir et qui sans doute doit reconnaître dans son humour quelque chose qui leur plaît et qui fait qu'il continue d'être populaire dans sa base. Il est quoi là, en amiral des flottes, c'est ça un peu? Oui, pirate des mers. Et mais c'est surtout le sous-titre qui est marqué en dessous. Pirate des Caraïbes un peu. Ce qui est marqué en dessous. Ouais. Getting discombobulated. Alors là, il fait le grand retour de l'arme magique qui avait supposément été employée exactement à Niva par la force Delta 7 au Venezuela, le discombobulator, qui serait une arme à énergie dirigée ou quelque chose de la sorte, qui aurait comme paralysé les gardes du corps cubains du dictateur Maduro, et qui, en les paralysant, aurait permis une action de moins d'heures de capture. Donc c'est l'amiral Trump qui incarne la combativité ancestrale de l'armée américaine. Alors vous avez un bâtiment, un vaisseau du XVIIIe siècle, et vous avez un vaisseau moderne, et c'est vrai que les Américains ont toujours été très batailleurs, très bons marins, très batailleurs. C'est un empire des mers. C'est un empire des mers, c'est une thalassocratie. C'est eux qui ont, l'épreuve de voile la plus célèbre du monde s'appelle l'America's Cup. C'est l'épreuve de voile la plus célèbre du monde. Et donc, c'est un peuple de la mer. Et dès le début de la nation américaine, eh bien, la flotte, ils ont constitué une flotte eux-mêmes. Avant, ils ont bénéficié de l'aide de la flotte française. Mais après, une fois indépendants, ils ont constitué leur flotte. Et dès 1812, ils allaient se battre, pas sur leur côte, ils allaient se battre en Méditerranée contre les barbaresques, devant Alger. Vous vous rendez compte? Moi, j'adore la manière dont Gallagher Fenwick vous regarde toujours. Il vous regarde vraiment, Non, mais je dis ça sans rire. Pour lui, vous sortez vraiment de votre côté un peu vieille France. Mais c'est la référence. Non, bien sûr, avec plein de compliments. La référence, vous êtes deux mondes. Parce que, en fait, je pense qu'en réalité, c'est précisément ce qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, et la conséquence, elle est pas bonne pour nous. C'est-à-dire que les Américains, effectivement, ils sont cela au XVIIIe siècle, mais de manière peut-être plus contemporaine, à partir du début du XXe siècle, et notamment sous Woodrow Wilson, pendant la Première Guerre mondiale, les Américains signent une charte où ils deviennent vraiment, j'allais dire, de manière législative et à l'échelle mondiale, les gardiens du temple de la navigation. C'est eux qui, partout dans le monde, vont s'assurer que le commerce puisse effectivement circuler, parce qu'on l'oublie parfois, la mondialisation, elle est d'abord maritime. Elle n'est pas terrestre, elle n'est pas aérienne, elle est maritime. Et le blocage du détroit d'Ormuz est un précédent par l'Iran extrêmement, j'allais dire, une jurisprudence extrêmement dangereuse, puisque le gendarme mondial de cette liberté n'est plus en mesure de faire respecter la loi à ce niveau-là. Ça inspire d'autres pays. J'ai entendu récemment, ou lu plutôt, qu'un ministre de l'Intérieur indonésien, me semble-t-il, a proposé, pourquoi pas instaurer nous aussi un péage au niveau de Malacca, et que dire des Chinois au niveau de Formose et dans d'autres endroits. Mais je crois que pour comprendre ces projections de puissance permanentes de Donald Trump par ses tweets, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle avec Air Force One et les autres avions autour, ou Donald Trump avec une armure telle qu'on vient de le voir, et je vais vous rappeler une petite phrase que j'aime beaucoup du secrétaire d'État George Shultz en 1986, Darius, qui disait ceci, et je crois que ça fait tout comprendre. Les négociations ne sont qu'un euphémisme pour la capitulation si l'ombre de la puissance ne plane pas sur la table des négociations.
Donc c'est exactement ce que Donald Trump est en train de faire. Il illustre complètement ce propos de George Shultz. Il faut toujours que la puissance soit en train de planer, à défaut qu'elle ne soit là réellement, qu'elle agisse. Cela étant, les Iraniens sont aussi lecteurs des stratèges et eux aussi font de la preuve aussi. de leur puissance, puisque regardez ce qui s'est passé avec, là, en tout cas c'est revendiqué par la République islamique sur le fait qu'ils auraient frappé et causé des blessés sur une base américaine au Koweït. Et il faut dire qu'effectivement ils ont déjà tiré, c'est la base Ali al-Salem, et on est là donc dans le Koweït visé par la République islamique, avec quand même quelques échos dans tout le monde proche-oriental. Vous êtes avec nous. Jordan Olivier, je ne sais pas si vous m'entendez. Si oui, voilà Jordan Olivier. Alors, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, le fait que l'Iran tire, évidemment, a un énorme retentissement ce soir. Oui, évidemment, Darius, vous venez d'en parler. Selon nos confrères américains de Bloomberg, un missile balistique iranien aurait été intercepté ces derniers jours par la défense anti-aérienne du Koweït. Et les débris, vous le disiez, auraient fait au moins 5 blessés, des militaires américains. Selon ces informations de Bloomberg, il y a également eu des dégâts en termes d'armement militaire américain, puisque 2 drones Reaper ont été endommagés. C'est tout sauf anecdotique, puisque chaque drone coûte 30 millions de dollars. Donc évidemment, c'est considérable et on regarde dans la région cette situation avec beaucoup de méfiance, puisqu'au Qatar, où je me trouve actuellement, se trouve la plus grande base militaire américaine de la région. Elle se trouve à 50 km de Doha. C'est la base d'Al Udeid. Elle peut accueillir entre 8 000 et 10 000 militaires américains. Alors évidemment, c'est considérable et elle a même été touchée par les Iraniens. C'était au tout début du conflit. Alors forcément, du côté du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe de manière générale, on observe cette situation avec beaucoup d'attention alors que les négociations se poursuivent entre Iraniens et Américains. Jordan, comment est-ce possible? Xavier Titelman, on se met à la place de toute la région. Ils ont beaucoup d'argent, leur budget est illimité, les Koweïtiens, les Qataris, etc. Et malgré ça, avec l'aide des Américains, ils ont l'appui américain, tout l'argent qu'il faut, ils n'arrêtent pas les drones. Mais là, on parle encore une fois des tout petits drones, les drones kamikazes FPV, un petit peu comme ce que les Ukrainiens avaient fait quand ils avaient attaqué tous les bombardiers stratégiques russes, qu'ils en avaient détruit plus d'une vingtaine en une journée, l'opération Spiderweb. C'est exactement la même catégorie de drones qui peut décoller pas de la part des Iraniens, mais des proxys des Iraniens qui vont décoller de quelques kilomètres à côté de la base. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on voit la qualité de l'image quand ils arrivent sur la cible. On est clairement avec de la fibre optique. Or, les fibres optiques, où est-ce que les Iraniens ont appris ça? C'est sur le front ukrainien, évidemment de la part des Russes. Et on sait que le Hezbollah a déjà des fibres optiques qui vont à plus de 10 km. Ils ont tué une dizaine de soldats israéliens, 12, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont détruit des Black Hawk. Mais là, cette image, regardez, ça, c'est la présente attaque de 8 mars. Donc, toujours cette base Ali al-Salem. Rappelons le passé et le passif. Le Koweït, la communauté mondiale, pour citer, parce qu'à l'époque, il y avait un mandat de l'ONU, contrairement à ce qui se passe maintenant. Tout à fait. A aidé le Koweït à se libérer de Saddam Hussein. Les États-Unis sont là, c'est un petit pays, et malgré tout, ils n'arrivent pas... On a même laissé 6 mois, pratiquement 6 mois ou 5 mois et demi, aux Irakiens pour se retirer volontairement du Koweït. C'est parce qu'ils ne se sont pas retirés que l'offensive a été déclenchée à mi-janvier 91. Les Iraniens jouent un coup très gagnant. C'est très embêtant pour l'Occident que les Iraniens arrivent à défier à ce point-là les États-Unis. Oui, parce qu'on pensait en fait que face à une puissance militaire qui était très très supérieure à eux, face à un régime qui était pas vraiment soutenu par la population, en tout cas qui était critiqué par une partie importante de la jeunesse urbaine, disons, on pensait que ce régime n'arriverait pas ou aurait beaucoup de difficultés à survivre. Et non seulement il a survécu, mais il fait le difficile aujourd'hui. Il se soumet pas, il lâche pas tout. La scène qu'on voit là est inouïe, franchement. Il fait le difficile. Voilà, on aurait dit il y a 3 mois, vous allez voir, après 3 mois de bombardement, même s'il y a une pause de cessez-le-feu, l'Iran arrive encore à frapper une base au Koweït, une base américaine. Oui, américaine. Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de même que les Américains ne sont pas capables de se défendre, de même que les Russes n'ont pas été capables de se défendre, nous ne savons pas nous défendre.
Si demain, il y a un drone qu'on peut acheter sur Internet, qu'on fait décoller de 10 km de la base de Lorient où j'étais militaire et qu'on va se cracher sur des Rafales qui sont sur la base de Lorient, Dieu nous en préserve, mais on ne saurait pas se défendre contre ce type de menace. Donc même si donc demain, c'est beaucoup plus facile attaquer c'est beaucoup plus facile, se défendre c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, dans les guerres d'aujourd'hui. On ne sait pas se défendre contre ça, donc il faut remettre des petits hangars, il faut se protéger, il faut jamais laisser nos avions à l'extérieur, mais on n'a pas les infrastructures pour le faire, ça. Donc demain, très clairement, ça, même si l'Iran peut nous arriver, disons. Que l'Iran n'existe plus, les Houthis, tous les groupes non étatiques sont capables. Attendez, on n'a pas vu les Houthis qui ont pourtant essayé beaucoup de choses contre les Américains, ils n'avaient pas réussi ça pour l'instant. Les Houthis ne sont pas présents sur le territoire. Je veux dire, par là, les proxys. Dès qu'on a un proxy ou dès qu'on a au lieu de filer un attentat suicide qui sert pas à grand chose, on lui envoie 4 drones, il apprend à s'en servir et il envoie ça sur ça, ça va être beaucoup plus efficace. C'est vrai qu'ils les Américains et les Israéliens ont réussi à détruire, à ensevelir le programme nucléaire iranien. Il est quand même très mal parti, si vous voulez. On verra. On va revenir à ça dans un instant. Voilà. Est-ce qu'ils sont complètement enfouis, récupérables? Bon. Mais c'est tout à fait certain que c'est totalement retardé. En revanche, je pense que personnellement, cette guerre que j'avais critiquée j'en critiquais même le principe. Cette guerre, à mon avis, a donné, involontairement bien sûr, à renforcer l'Iran. Un coup de fouet au régime. Un régime qui était un peu moribond. Un petit coup de fouet. Noémie Alioua n'est pas d'accord avec vous. Écoutez-la. Non, d'abord parce que vous connaissez cette expression que je cite souvent ici. On paye les musiciens à la fin du bal. La guerre n'est pas encore terminée. Il y aura sans doute encore beaucoup de rebondissements. Il faudra attendre un petit peu. Il y a la version, c'est à la fin du comice qu'on compte les bouses. Voilà, c'est un peu plus paysanne. Tout ça, c'est facile à dire. On dit ça quand on ne sait pas quoi dire. Non, pas du tout. Il est un petit peu tôt. Genre, attendons pour voir. Pour faire des conséquences. Mais si vous voulez évaluer des conséquences au milieu de l'histoire, c'est tout à fait possible. Mais je considère qu'il faut attendre au moins l'un des points finaux avant de. On peut constater quand même ce que fait l'Iran, effectivement, qui était inattendu et qui me paraît intéressant, en plus de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire on parle très longuement de l'impuissance américaine, c'est un fait, ça a été évoqué, l'impuissance américaine, notamment de pouvoir protéger ses alliés dans les pays, et notamment les pays du Golfe. Et paradoxalement, l'impuissance américaine, elle vient du refus de l'utilisation de la puissance américaine. Parce que si aujourd'hui les Américains, et si Donald Trump ne parvient pas à vraiment s'imposer dans cette guerre, c'est aussi parce qu'il y a, dès le départ, et c'est tout à l'honneur d'un certain nombre de démocraties, de refuser aussi de compter les morts finalement dans les guerres. Donc Donald Trump, au fond, en refusant tout simplement d'envoyer des hommes sur le sol, parce que c'est ça la question. Dès le départ, on a bien senti que Donald Trump, d'ailleurs, il n'avait pas été élu sur l'idée de la fin des opérations extérieures. Le fait de refuser vous voulez dire qu'on de se mettre laisse un peu rouler par la propagande iranienne, le fait qu'ils arrivent à envoyer un drone ou 5 ou je sais pas quoi. Non, mais c'était un choix. Le fait de s'arrêter au milieu des guerres, le fait de refuser de mettre des troupes au sol, ça participe très largement au fait qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas utilisé toute leur puissance et qu'ils sont complètement paralysés par leur propre stratégie, qui est une stratégie en demi-teinte. On dirait les fans, certains, pas tous, d'Arsenal ce matin. On peut effectivement refaire le match si on avait joué moins défensif, qu'on avait été plus offensif, qu'on avait plus de risques après avoir mis un premier but, et puis on a été triché, l'arbitre, etc. Et on avait eu un meilleur mental, c'est ça qu'on dit généralement au sport. La vérité, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump il a la main qui tremble, c'est que cette guerre, elle a été perdue. Elle a été perdue par les Américains, par les Israéliens. Alors à ce titre, on pourrait se dire, attendez, on peut retourner en Libye, on peut retourner en Irak, on peut retourner en Afghanistan, et puis mettre encore plus de gens, etc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Irak. Les Américains n'ont pas arrêté, ça s'appelait le surge, d'augmenter le nombre de troupes. Là, il n'y en a pas eu au sol. Parce que je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'Américains qu'il faudrait mettre au sol en Iran. Et quand bien même vous le feriez, ça ne vous donne toujours pas la garantie d'une victoire. Par ailleurs, et pour aller dans le sens de la question que vous posiez, Darius, le Washington Post a fait un travail formidable où il a utilisé à la fois de l'imagerie satellitaire que les Iraniens ne se privent pas de faire circuler, recoupée avec de l'imagerie satellitaire grâce à un satellite européen, Copernicus en l'occurrence, pour établir, je crois le chiffre c'est 218 ou 224 infrastructures, bases et structures américaines qui ont été ciblées dans la région. Ça fait partie des surprises tactiques, voire stratégiques, infligées par le régime à des Américains qui ont très mal
préparer ce conflit. Est-ce qu'il y a un flottement? On continue vos discussions, mais sur la base d'éléments très précis. On va se rendre dans un instant à Washington. Regardez d'abord de quelle façon la propagande iranienne, titille, provoque effectivement les États-Unis avec ce flottement, en se moquant même de leur incapacité à parer un certain nombre de coups. Alors, c'est de la propagande, c'est évidemment très grandiloquent et mis en scène, mais enfin, ça montre que ce régime ose défier les Américains. Pas un seul missile n'a été tiré sans atteindre une cible. 228 installations américaines ont été touchées par nos missiles, causant d'importants dégâts. Des avions, hangars, dépôts de carburant, centres de commandement militaire, équipements de radar et de communication figurent parmi les pertes subies par l'armée américaine. Voilà, la provoque et la réponse à Washington avec vous, Sonia Dridi. Est-ce qu'on sent effectivement ce soir à la Maison-Blanche une forme de flottement devant l'incapacité à faire plier l'Iran? Oui, Donald Trump est rentré il y a peu de son golfe de Virginie. Il nous a fait un signe de la main et il a levé le poing pour montrer que tout va bien. Mais on sent évidemment qu'il y a de la frustration toujours beaucoup de son côté. D'ailleurs, sur le New York Times, il est frustré parce qu'il est très difficile d'obtenir une réponse des Iraniens aux propositions américaines, puisque évidemment, il est difficile de communiquer avec le guide suprême iranien. Et lui, qui s'est toujours targué d'être un négociateur hors pair, eh bien, il est déstabilisé par ce qu'il se passe en ce moment avec l'Iran. Et on a aussi appris via le New York Times que lors de la réunion qui a eu lieu vendredi dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche, eh bien Donald Trump a demandé à ses négociateurs qu'il y ait des amendements sur le projet d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Il serait particulièrement soucieux de la partie concernant les avoirs gelés iraniens qui pourraient être dégelés en cas d'accord, notamment parce qu'il a beaucoup critiqué Barack Obama sur ce point lorsqu'il a conclu son accord avec les Iraniens en 2015. Il voudrait également plus de précision, plus de fermeté concernant les matériaux nucléaires iraniens, notamment comment récupérer cet uranium enrichi. Donc il voudrait qu'il y ait plus de certitude sur ce point-là. Et puis enfin, il a demandé à ce que le langage soit modifié concernant la partie sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc on sent en effet un flottement. Je vous rappelle que vendredi, il nous avait assuré qu'après cette réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche, il allait prendre une décision finale. Et ce week-end, il a beaucoup posté sur son réseau Truth Social, mais pas d'annonce concernant l'Iran. On voit, Sonia, on voit l'image, il est en rouge, et pendant que vous parliez, on voit l'image, ou si j'ai bien compris, où est-ce qu'il est très exactement? Il est 23h de Paris. Où se trouve-t-il en ce moment? Alors, c'est possible que ce soit une des vidéos que je vous ai envoyées, mais il est rentré, vous voyez, là vous voyez encore un peu le convoi dans la côté résidence. Il n'est pas dans le bureau ovale qui se tient derrière moi. Il est dans ce côté résidence et on l'a vu rentrer avec donc du golfe de Virginie. Et c'est de là qu'il a salué les journalistes et levé le poing. Et donc il avait sa veste rouge. Et hier, il est parti de ce même point pour aller à son golfe. Et il y a une photo aussi qui a beaucoup circulé parce qu'il avait l'air un peu hagard dans la voiture. Et on voit vraiment, c'est fou, il a fait de la Maison-Blanche une sorte de théâtre permanent. Si vous pouvez remontrer l'image où on voit très bien la grue qui est en dessus de la partie salle de bain. Ah oui, voilà. Puisque, et là, vous avez... Voilà. Et effectivement, on verra plus tard qu'il fait une espèce de piste d'atterrissage de drone, enfin c'est le projet, là au-dessus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et il a d'ailleurs publié ce week-end, parmi ses nombreuses publications, il y avait une photo de la piste de drone qu'il y aura sur donc le toit de cette nouvelle construction. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il dit pas seulement que cette nouvelle partie de la Maison-Blanche sera seulement pour finalement recevoir les dirigeants étrangers et pas être dans une toute petite salle pour les réceptions. Il insiste beaucoup sur le côté sécuritaire. Et donc là, il se trouve actuellement dans la résidence que vous voyez à l'image. Merci beaucoup. Merci Sonia Dridi. Regardez l'image puisque on s'y attardera plus tard. Merci Sonia. C'est précieux de vous avoir toujours. Où on voit de quelle façon il a montré sur son réseau social ce projet de la espèce de base de drone. Regardez. Là, ce qui est en préparation, c'est sur le toit de la. Ça vous fait. Regardez, Xavier Titelman, c'est son rêve, ça avoir un toit comme ça avec que des drones. C'est un héliport.
Oui, mais un héliport, un drone. Bah, on met ce qu'on veut dessus. Si oui, mais enfin, c'est plus chic d'avoir. Ça a plus de gueule que vos héliports habituels. Ok, ça fait plus chic, ça fait plus futuriste, mais en l'occurrence, ça change absolument rien. Ce qu'on appelle des vertiports. De vertiports, vous pouvez faire décoller des hélicoptères ou demain des drones. Ah, faites pas la fine bouche. Quand on fait des directs avec vous, on voit votre chambre où il y a plein de photos avec des espèces de trucs de bizarroïdes, de passionnés d'aviation. Franchement, un truc comme ça, vous l'aviez pas vu. Je l'ai pas vu en l'occurrence, mais dans personne ne l'a vu d'ailleurs. Non, mais il existe de nombreuses études qui sont réalisées par les grands noms du secteur de l'aérien pour la préparation des futurs vertiports. Et en l'occurrence, il y a des projets très précis pour se poser sur le toit des halles. Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont en développement actuellement. Là, le fait d'en mettre 10 les uns à côté des autres, c'est plus impressionnant, puis c'est incarné par l'IA. Mais il n'y a rien de nouveau dans le développement de ce type de choses. En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de capitale, j'en connais pas en tout cas, qui militarise le siège du pouvoir. La cité interdite à Pékin n'est pas militarisée, le Kremlin à Moscou n'est pas militarisé, les gardés, comme l'Élysée n'est pas militarisé, il y a des gardes républicains bien sûr, mais c'est la première... Le symbole, vous avez raison, c'est quand même un symbole assez... Voilà, le 10 Downing Street est pas militarisé. On dirait une maison bourgeoise. Voilà, et là, c'est la première siège du pouvoir. Le siège du gouvernement israélien, je suis allé au siège du Premier ministre, j'étais reçu par le Premier ministre israélien, c'est pas du tout militarisé. Il y a des gardes, bien sûr, mais ce n'est pas du tout militarisé. Là, c'est la première capitale que je vois qui se transforme, le siège du pouvoir, en petite base militaire. Il n'y a pas plus snob que Renaud Girard. Vous avez vu, il place toujours. Oui, l'autre jour, j'étais avec le Premier ministre de machin. Non, alors c'est de l'intelligence artificielle, ça n'est pas fait. Voilà. C'est un mélange entre un fantasme de Donald Trump et une frustration. D'ailleurs, les deux sont souvent liés chez lui. Et chez tous. Chez les êtres humains. Et chez les êtres humains en général. Fantasme et frustration. Freud. Mais exactement, bravo. Non, parce que il n'arrive pas à faire financer ses travaux de la East Wing par le contribuable américain. Et donc, il introduit l'idée que la raison pour laquelle la Maison-Blanche a désespérément besoin de faire financer un grand hall de réception ultra sécurisé et militarisé, c'est parce qu'il a fait l'objet de tentatives d'assassinat, c'est vrai, et que les États-Unis, première puissance mondiale à bien des égards, doit avoir un hall qui permet de façon sécurisée de recevoir invités, etc. Et pour l'instant, ça ne passe pas. Juste une toute petite chose, Darius, il y a eu un tweet sur le compte d'Hillary Clinton, c'est une vue d'oiseau de la Maison-Blanche, et qui dit, avec à gauche ce qu'il y avait derrière Sonia Dridia à l'instant, cette espèce de ring de gladiateurs, et à droite pour le MMA qui est dévasté. Oui. C'est les amis attention, c'est les amis d'Anivan. L'octogone à gauche et la East Wing qui est dévastée à droite, qui dit c'est le parfait résumé de la présidence de Donald Trump. Revenons, parce que intelligence artificielle, la République islamique, c'est aussi la manier. Ce sont ces images effectivement de propagande très grandiloquentes. Un mot là-dessus. Qu'est-ce que vous reconnaissez d'abord, Xavier Titelman? Qu'est-ce qui est purement inventé et qu'est-ce qui est vraiment de l'arme, disons, effective? Alors, le concept est totalement crédible, c'est-à-dire que tous ces lanceurs sont lancés depuis des simples camions. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors là, c'est des missiles, il n'existe pas. Non, ce missile-là, je suis pas sûr qu'il existe à cette forme-là, avec les boosters sur les côtés, comme une fusée Ariane, ça me paraît assez étonnant. Mais sur le principe, normalement, ils sont embriqués, si vous voulez, les uns en dessous des autres, il n'y a pas des embouts sur les côtés. Donc peut-être que c'en est un que j'identifie pas au premier coup d'œil. Mais le concept même d'avoir ces missiles qui sont lancés depuis des camions, qui peuvent se déplacer, qui vont retourner se cacher une fois qu'ils ont tiré, c'est ça qui les rend très très difficiles. Donc le concept d'emploi est tout à fait crédible. La représentation exacte de ce qui a été tiré ici, je pense pas que ce soit un missile réaliste. Mais ensuite, derrière les destructions qu'on a sur les bases américaines, évidemment, là, l'objectif, c'est de faire beau, mais on sait qu'ils ont vraiment perdu des avions, des radars, des choses qui coûtaient des milliards et des milliards d'euros d'équipement. Et en effet, regardez, là, les informations se précisent. Les États-Unis ont retenu un peu les quelques informations qu'ils avaient là-dessus sur les pertes subies par les États-Unis. Alors, elles sont relatives, c'est pas, non, mais là, c'est sur les bases anglaises. Le retour d'un KC-135 qui visiblement a eu des éclats d'obus. Pour l'impact, en fait, c'est ce qu'on appelle les shrapnels. Quand vous avez une explosion au sol, vous avez
plein de sous-composants qui vont partir dans tous les sens. On peut faire ça en antipersonnel ou alors dans les avions, c'est souvent ce qu'on a dans les missiles anti-aériens. Et ça fait plein d'impacts à droite et à gauche. Alors, en l'occurrence, ces impacts, ça peut avoir une gravité dans le sens où ils peuvent réduire la capacité de l'appareil à être, qu'on puisse respirer à l'intérieur de l'avion. Si vous voulez, la pressurisation, il faut être totalement étanche. Donc, cet avion, pour retourner du Moyen-Orient pour aller sur une base de réparation, peut-être qu'il a même pas pu voler en altitude de croisière normale. Peut-être qu'il a volé juste à 3000 mètres d'altitude, au ras du sol, parce que s'il y a une dépressurisation, il faut que l'air dans l'avion reste respirable pour les pilotes. Et qu'est-ce qu'on voit dessus, espèce de rustine, là? Non, en fait, ils mettent des sortes de scotch spéciaux aéronautiques pour pouvoir le protéger un maximum, pour éviter que ça se corrode en plus d'avoir été endommagé. Ça peut être juste de la peinture, mais il peut vraiment y avoir des petits trous. Ça n'empêche pas l'avion de voler totalement, puisqu'on n'est pas... Ils ont fait des tests avant ça. Les circuits hydrauliques fonctionnent, l'électrique fonctionne, etc. Donc, ils le ramènent à la maison, ils vérifient tout, mais ça va avoir quand même des mois et des mois de réparation pour pouvoir le remettre en état. Il y a là une fragilité quand même. Hein. Cette image-là est très parlante. Malgré tout, de la puissance américaine, c'est qu'A635. Alors, ils en ont beaucoup. Hein. Ils sont pas en manque, mais c'est un peu gênant, quoi. Non, alors je sais pas qui c'est Andrew McKelvey, mais clairement les Américains ne souhaitaient pas que cette image circule, pas plus que ce chiffre qui est repris par la propagande iranienne. Soit dit en passant, je regardais un petit peu l'apparence d'un missile Khorramshahr et c'est plus ou moins ce qu'ils ont reproduit via l'intelligence artificielle. Xavier Tillman a raison, sans les boosters sur le côté, mais la forme et la taille, c'est à peu près ça, me semble-t-il. Mais surtout ce chiffre 228. Et il y a deux manières de le regarder. On peut le regarder, donc 228 cibles touchées. Xavier mentionnait le matériel, donc avions, E3, AWACS, radars de détection avancée, etc., qui ont été endommagés. Valeur de centaines de millions. Les drones Reaper MQ-9, donc on va peut-être parler. Donc là, on approche du milliard. On se dit, bon, pacotille par rapport au budget militaire annuel américain. Oui, mais si on met cela au regard des ambitions américaine et de ce qui est censé être la puissance américaine, à nouveau, là, le regard, il est quand même assez pénalisant pour cette administration qui... Et c'est que militairement, il y a un rapport de 1 à 100, parce que c'est très intéressant, un rapport de 1 à 100, puisqu'on sait qu'il y a eu 23 800 frappes israélo-américaines sur le sol iranien. C'était des frappes guidées. Et donc, il n'y a aucune raison, enfin, peut-être qu'ils ont frappé des leurs, on leur a mis des leurs qu'ils ont frappé des leurs, mais ils ont sans doute détruit beaucoup de bâtiments militaires iraniens, sans doute la totalité de ceux qui étaient visibles, pas ceux qui étaient enterrés. Et là, on en a 100 fois moins quand même. Mais c'est vrai qu'avec le déploiement d'une telle armada, avec un blocus qui évidemment est très strict et qui fonctionne. Bien sûr que la marine américaine est capable de bloquer 30 kilomètres de mer d'un détroit. Eh bien, c'est vrai, on constate le très maigre résultat en termes de résultats politiques. Aucun gain politique flagrant. Là, il y a une généalogie, et c'est intéressant, les Américains ont retenu à chaque fois l'information, il a mis du temps à arriver, ce qui est normal, chacun, on n'aime pas parler de ses défaites, on parle que de ses victoires. Le précédent K635, c'est celui qu'on voit là, et il se trouvait visiblement à côté de la WACS, qui avait été frappé sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. Donc là, on a une espèce d'enchaînement avec toujours un temps de retard en termes d'aveux de la part de l'armée américaine. La WACS touchée sur la base Prince Sultan, on revient toujours à ça. C'est la fragilité de l'armée américaine. C'est ce que nous disait Jordan Olivier au Qatar, au Proche-Orient. Là où théoriquement, l'empire américain devrait être chez lui. Mais c'est pour ça que la supériorité aérienne que les Américains pensaient obtenir, ils n'ont jamais été confrontés à des bombardements sur leur base arrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'existe pas en réalité. Donc maintenant qu'ils savent qu'ils sont en danger sur ces bases, il faut qu'ils aient absolument très rapidement des intercepteurs fonctionnels. Parce qu'en l'occurrence, a priori, ce sont des simples Shahed, c'est même pas les missiles balistiques qu'on tapait. Les missiles balistiques, c'est ce qui est le plus difficile à intercepter. Et les Américains avaient développé des systèmes, le système Patriot, le système THAAD, avec un taux d'interception qui est au-delà de 95%. Par contre, sur les simples Shahed qui coûtent à peine $50,000, là, ils avaient que 60%. Ils aidaient les autres. C'est ça qui est frappant. Là, il y a un retournement. Moi, je me rappelle la guerre d'Irak, celle où il disait aux Israéliens on va vous défendre. Hein. C'est très important. Le patriote, c'était une façon de dire nous, Américains, on est là, pas d'inquiétude, ne faites rien, on s'occupe de tout. Et là,
c'est le contraire qui se passe. Ils disent aux Arabes, on a nous-mêmes des problèmes à nous défendre. Mais oui. Mais c'est le principe d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas la puissance qui compte au fond. Le moindre coup qu'ils prennent de la part du régime iranien, c'est une victoire pour le régime iranien, parce que par définition, il est beaucoup moins puissant. Alors même qu'on s'attendrait à ce que les États-Unis l'emportent très largement et très rapidement. Mais on le sait, c'était pareil lors de la guerre du Vietnam d'ailleurs, qui avait duré extrêmement longtemps. Là, le moindre coup qu'ils prennent, c'est une victoire, et la moindre victoire pour les Iraniens peut se mesurer avec des moyens aussi. C'est obtenu avec des moyens qui sont des moyens low cost, avec des moyens qui valent très peu cher. Vous citiez quelques drones. Avec quelques drones de centaines de milliers de dollars, on peut détruire des avions. Cette image de l'AWACS sur cette base en Arabie Saoudite, ça avait été une image qui avait marqué et qui avait montré effectivement la force de frappe des Iraniens, mais qui ne dépend pas de leur puissance ni même de leur force, qui dépend simplement de leur force stratégique. Voilà, c'est le principe d'une guerre asymétrique. L'ennemi vous réserve toujours des surprises. Et en fait, la surprise iranienne, c'est de faire croire. Au début, on croyait qu'ils avaient épuisé pratiquement toutes leurs armes. On disait sur ces plateaux, ils n'en ont plus que pour une semaine, etc. Donc la surprise stratégique, mais qui a été pensée par le régime iranien, qui avait bien compris ce qui allait lui arriver après la guerre des 12 jours, c'est d'en avoir gardé et d'être capable de toujours réagir. Mais comme vous avez eu d'autres, les Américains ont été pris par la surprise stratégique. Vous parliez de la guerre du Vietnam, par exemple. Eh bien, ils pensaient que tout allait bien, que la chose, il y avait 500 000 soldats sur place, etc. C'était bien géré, un gouvernement sud-vietnamien qui convainc. Et tout d'un coup, il y a eu un jour ce qu'on appelait l'offensive du Tet, c'est-à-dire la capitale, la vieille capitale impériale a été prise, on se battait dans le Hue, ça s'appelait, etc. Vous vous souvenez des images peut-être, en tout cas vous avez vu les films là-dessus. Et dans Saïgon même, ils ont été capables d'attaquer les bâtiments officiels américains. Et ça, c'est la surprise. Et là, le monde entier s'est réveillé en disant... Mais la puissance américaine n'est pas celle qu'on croyait, puisque ils sont mis en échec à Saïgon et à Hue. Et c'est au cours de cette guerre que est développée la fameuse théorie du fou par Kissinger à la demande de Nixon, qui est allez-y, faites-leur croire que je n'ai aucune limite et que Donald Trump est en train de rejouer, mais sans avoir étudié son histoire, puisque cette dernière n'a pas permis la victoire. Donc il peut faire le fou en disant je vais vous renvoyer à l'âge de pierre, je vais tout exploser, etc. Comme vous le disiez en introduisant cette émission, Darius, 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, les Iraniens ont étudié l'histoire. Et notamment, ils ont beaucoup étudié les Américains militairement. Je rappelle que l'Irak est voisine de l'Iran. Ils ont eu le temps de les regarder opérer. Il y a eu des ruptures technologiques entre-temps, mais ils ont effectivement opté pour un dispositif qui est à la fois dissymétrique et asymétrique, afin d'infliger cela aux Américains, et qui sont dans le champ informationnel des images extrêmement pénibles, moins pénibles dans le champ réel, parce que les Américains disposent d'un arsenal qui est quand même conséquent, quoique, l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a également la main qui tremble, c'est parce qu'il a quand même des conseillers militaires à ce stade qui lui disent les batteries THAAD, les Patriotes, les Tomahawk et d'autres munitions, on n'a plus les stocks, les niveaux de stock dont nous aurions besoin afin d'assurer toutes les missions qui pourraient être les nôtres, c'est-à-dire à la fois l'Iran, mais possiblement d'autres ailleurs, je pense à la mer de Chine méridionale ou d'autres théâtres d'opération. Au passage, on en parlera peut-être, Volodymyr Zelensky a fait une demande aux Américains il y a quelques jours en matière de défense aérienne. J'ai pas vu passer de réponse de la part des Américains, à part l'impolitesse. Je pense qu'il y a aussi, et le cynisme, je pense qu'il y a aussi du côté des stocks, et ça nous renvoie à un personnage, Eldridge Colby, rappelez-vous, dont on a parlé il y a quand même des mois, qui tirait la sonnette d'alarme sur le niveau des jauges des arsenaux du Pentagone. Les Iraniens se paient le luxe aussi de montrer leur prise, en l'occurrence le drone Reaper sur l'île de Keshm, puisqu'il y a pas mal de drones Reaper qui ont été abattus, 25, et ça c'est 25. Une publication d'aujourd'hui. Il y a 25 drones Reaper, c'est énorme, puisqu'ils valent 3 millions de pièces, qui ont été ciblés par les Iraniens au sol ou en l'air. Et effectivement, les Iraniens, et c'est de bonne guerre, ne se privent pas
pour les montrer, pour les exhiber. Une des surprises iraniennes, c'est justement d'avoir frappé à proximité leurs propres alliés, les alliés du Golfe. Et c'est en fait la faiblesse américaine, c'est de ne pas avoir pensé une seule seconde que justement ceux qu'ils possédaient, ceux qu'ils avaient réussi assez facilement à obtenir sur ces bases locales dans le Golfe, donc à s'établir, allaient être ciblés par les Iraniens. Donc en fait, les Américains, non seulement ils n'ont rien gagné, mais ils sont en train de semer une zizanie par leur présence même dans le Golfe, complètement terrible. Et ce sont les Iraniens qui sont en train de remodeler le Golfe et le Moyen-Orient. Ce ne sont pas les Américains. Que dit le spécialiste mondial des drones, là, ce qu'on voit, si tant est qu'on puisse déduire quelque chose de ces images? Alors là, en l'occurrence, on va croire les Iraniens sur parole, parce que c'est quand même difficile à partir des débris qu'on voit. Les MQ-9, alors les drones Reaper, c'est des drones principalement, c'est des réutilisables, c'est des drones qui sont faits pour voler des dizaines et des dizaines, des centaines de missions pendant des dizaines d'années, avec différents types de missions. Soit c'est de l'observation, soit c'est de la désignation laser, comme on l'a vu. Toute la guerre en Irak, c'était les Reaper. Ouais. Donc ces drones relativement simples, ils vont coûter maintenant entre 15 et 20 millions de dollars. C'est vrai que les prix des années 80... Ils ont baissé. Bah non, c'était 3 millions effectivement au début, avec le dollar des années 90, mais on est plutôt entre 15 et 20 millions de dollars. Donc on le voit ici, c'est un drone qui est relativement simple, mais qui est presque considéré comme du consommable par les Américains. Ils considèrent que plutôt que de mettre en danger la vie d'un pilote et de se rapprocher avec un hélicoptère pour lancer un missile qui n'aurait que 5 km de portée, par exemple, ou faire de la désignation laser dans lequel il faut se rapprocher, et on va mettre en danger ce type de drone qui est non piloté. Et donc, pour eux, c'est normal d'en perdre quelques-uns. 20, 25, ça commence à faire beaucoup quand même, il faut être clair. Ça approche du milliard. Et comment les Iraniens arrivent à les taper alors? Alors, il y a différents types de systèmes, mais globalement, les Iraniens n'ont plus de radar lourd. Donc, ils n'ont plus de système de protection générale. Et vous vous souvenez, quand on avait vu le F-35 qui avait été intercepté, eh bien, ils ont toujours des systèmes optiques qui, en particulier, ont été fournis par les Chinois et les Russes. Et donc, dans ce cadre-là, vous n'avez plus besoin d'avoir un radar, vous l'accrochez visuellement et vous êtes capable de lancer un missile. On a vu tout à l'heure les missiles qui avaient... Alors, les manpads sont plutôt désignés par la chaleur. Ouais. Et donc, c'est des missiles air-air, comme le R-73, qui normalement est tiré par un avion de chasse. Ils l'adaptent pour le tirer depuis un camion. Oui, mais Xavier, moi, j'ai fait de longs séjours à Gaza et on entendait le bruit des drones israéliens. Oui. Mais j'ai jamais réussi à en voir un dans le ciel. Pourquoi j'ai pas réussi? Vous avez des systèmes de... Parce qu'on les voit, ils sont déjà décalés. Ils volent quand même à quelques kilomètres d'altitude. Mais par contre, quand vous avez des systèmes de veille optique, avec notamment de l'intelligence artificielle, vous êtes capable de voir à plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, même si quelque chose est relativement loin... Comme un télescope, quoi. Les systèmes d'observation, c'est des IRST qu'on a dans les avions ou des systèmes de caméras infrarouges lourdes au sol qui ont une intelligence qui peut accrocher la cible. Et quand j'ai accroché ma cible, je suis capable de la désigner à un missile sans avoir besoin d'allumer mon radar et donc de me découvrir. Donc, en fait, les Iraniens disposent de certains éléments de DCA assez efficaces. Et c'est comme ça qu'ils ont touché même des avions furtifs. C'est pour ça que les avions furtifs, c'est pas l'alpha et l'oméga. Le F-35 a été endommagé au-dessus de l'Iran. C'est parce que vous l'avez accroché visuellement. Vous pouvez pas être furtif visuellement, vous êtes furtif que pour les radars. Et je recommande la chaîne YouTube de Xavier Titelman. Non, mais c'est vrai, soyez pas modeste parce que c'est une chaîne extraordinaire où on apprend énormément de choses. Vous êtes vraiment... c'est gentil. Sur YouTube. Très grand spécialiste, oui, sur YouTube, effectivement. Regardez comment les Iraniens, évidemment, se font gloire de pouvoir tirer comme ça un certain nombre de Reapers et toujours avec leur petite vidéo de propagande en Lego. They tried it again. The sky keeps receipts. Ceasefire on paper, but the missiles still speak. Crossed us once, then you crossed us this week. IRGC warned you, stronger if repeated. Now another Reaper falls and the lie got deleted. Iran doesn't rush, Iran reads the room. You came back twice, still begging for boom. We do not chase chaos, we measure the flame. Sacred defense answers when you violate the game. First strike came through, Bender Abbas heard it. MQ Reaper in the sky, then the signal went blind. Et c'est l'occasion de rappeler, Renaud Girard le fait toujours, que quand même la grande victoire de la culture américaine, c'est que tout ça se fait en anglais et même en américain souvent. C'est-à-dire malgré tout la langue de l'Empire s'impose à tous. On voit que la propagande iranienne est fascinée par le modèle américain, est fascinée par le rap qui est une invention pas du tout orientale mais une invention américaine. C'est pas, pardon Renaud, c'est pas du tout une fascination. Non, c'est une réappropriation pour la retourner contre elle-même. En fait, ce qu'ils sont en train d'indiquer, c'est que même dans ce champ-là, ils étaient mieux préparés, ils connaissent les codes de la culture américaine, qui effectivement, ça c'est le propre du soft power, c'est largement
diffusées à travers le monde, et ils sont capables comme ça de produire des vidéos dont ils savent qu'ils vont parler à une partie de la jeunesse américaine qui est tout à fait opposée, beaucoup d'ailleurs, à cette guerre, à cette aventure militaire. Moquer Trump, ça va la faire sourire. Moquer cette profusion de moyens qui ne produit, vous l'avez dit, aucun résultat politique. La question que je pose, c'est est-ce que les services américains sont capables de faire la même chose du côté iranien? Où sont les vidéos américaines moquant, si vous voulez, la cupidité, la prédation, la dissimulation, l'hypocrisie, le cynisme de ce régime qui pourrait très bien être travaillé lui aussi par les services américains dans ce même champ qui est hyper important dans la conflictualité du XXIe siècle. Mais avouez, et le champ de la propagande. Il demeure que la langue anglaise. Moi, je suis frappé même au Vietnam. Vous vous rappeliez combien le Vietnam a subi la puissance américaine. Aujourd'hui, hélas pour nous, le français recule et l'anglais l'anglais est partout s'est installé au Vietnam. Monsieur. Et je signale au passage, on fait du fact-checking en direct. Un ami m'écrit que il y a le missile qui bouge dont on parlait. Il y a évidemment dans Charlot, il y a aussi le gendarme de Saint-Tropez. Vous connaissez mal vos classiques. Heureusement, monsieur le Normalien, que c'est des amis qui sont mieux renseignés que vous sur la grande culture cinématographique. Le cas que vous venez de citer est hyper intéressant. On a eu cette conversation il y a pas très longtemps. Quand vous réfléchissez de ce que le Vietnam est pour les États-Unis aujourd'hui, il y a fort à parier quand ce régime changera, il faut le souhaiter, et ça va arriver, que les Américains deviennent alliés avec l'Iran, comme ils le sont aujourd'hui avec les Vietnamiens, avec les Allemands et avec d'autres de leurs anciens ennemis, les Japonais notamment, alors que ce sont des pays avec lesquels la guerre a été particulièrement dure. De nouvelles informations. Regardez, CNN qui explique l'arrière-fond de tout ça. Tout ça, c'est évidemment l'habillage de propagande et contre-propagande, mais l'arrière-fond qui est très intéressant, l'Iran reprend accès à d'importantes quantités de missiles qui étaient stockés dans des installations souterraines. CNN a pu analyser des images satellites et ce que vous disiez, beaucoup de choses se sont effondrées, mais ils sont en train de déblayer, ils sont en train de retrouver les voies d'accès. L'Iran a relancé aussi partiellement sa production de drones pendant le cessez-le-feu de 6 semaines, selon les sources proches de renseignements américains. Ces sources indiquent aussi à CNN que l'armée iranienne se reconstitue plus vite en termes aussi qualitatifs et quantitatifs. Ce sont les images satellites qui le montrent, qui le montreraient, où on voit les voies d'accès qui sont ouvertes à nouveau. C'est-à-dire que Trump, vous vous rappelez, il avait employé les grands moyens en disant qu'il avait oblitéré tout le programme nucléaire iranien. Donc il l'a pas oblitéré, il l'a enterré plus profond. Et il en a effectivement empêché les accès. Et ensuite, il nous a dit que les Iraniens ne possédaient pas de bulldozers ni d'engins de chantier qui étaient capables de déblayer. Or, c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire. Ces images satellites d'Airbus le montrent. Et surtout, il y a une trêve. Ah oui, c'est Airbus, vous avez souligné. Oui, c'est européen, madame. Et il y a une trêve qui dure depuis un certain nombre de jours qui permet ce déblayage. Donc effectivement, les Iraniens ne s'en sont pas privés. Cessons de sous-estimer constamment l'ennemi. Je sais que ça fait partie aussi de la propagande, mais enfin. Vous avez dit Tillman, est-ce que vous voyez ce que le renseignement... des engins de déblayage. Est-ce que le renseignement américain prétend voir dans ces images, vous le voyez, vous ? En fait, surtout la comparaison de ces images avec les précédentes. Dans les précédentes, il y avait plutôt des éboulis et des effondrements. Et quand on voit là, effectivement, il y a des camions, il y a des grues, il y a des sortes de tractopelles. Là, on voit pas grand-chose. Mais des camions bennes. Les 4 pixels qui sont là sont des camions. Quand on est un petit peu plus loin, on les voit. Mais c'est surtout que les routes sont de nouveau vers les accès, vers les sites dans lesquels on sait qu'ils ont enterré tout ce qu'il faut. C'est tellement profond qu'on n'a pas pu le détruire sur place. Donc, on a simplement détruit les accès. Là, en bas à gauche, on voit une grue. En fait, quand on voit la grue qui est vers le bas, voilà. Là, on voit le camion et le grue qui est vers le bas. Donc là, c'est la pelle qui est au bout quand on voit l'image en grand. Et donc, c'est avec ce type de choses-là qu'ils vont simplement réouvrir la porte. Et ça, c'est ça fait mal. CNN qui corrobore aussi par le biais de ces images des informations qui ont déjà largement circulé, notamment dans le New York Times, qui a mis Donald Trump très en colère, qui faisait état du rétablissement des 33 sites de lancement le long des quelques 1300 kilomètres de côte iranienne le long du golfe Persique, mais également du rétablissement capacitaire en matière de lanceurs de missiles et de drones, ce qui veut dire que l'Iran n'a absolument aucune confiance en Donald Trump et prépare déjà un retour éventuel
à la guerre. Éclairage historique, qu'on comprenne bien. Souvent sur ce plateau, vous vous rappelez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont réussi, même sous les pluies de bombes américaines, et on était dans une ampleur encore beaucoup plus grande que ce qu'on voit là, à faire tourner leurs usines. Des usines comme celle de Dora, qui était emblématique du régime allemand, où regardez, cette image est évidemment terrifiante parce que c'est mon grand-père était là à Dora, dans le tunnel de Dora. La Gestapo l'avait arrêté le 15 août 42 et effectivement le tunnel de Dora, il y avait beaucoup de mortalité évidemment, mais a fonctionné jusqu'au bout. Il fabriquait les V1 et les V2, ces fusées qui allaient bombarder Londres. Expliquez bien ça, ce que vous dites est vertigineux, c'est-à-dire là, dans ces tunnels, il y avait d'ailleurs beaucoup de déportés français, effectivement, et von Braun, qui était le grand ingénieur qui ensuite a été recyclé par les Américains, leur parlait même, il parlait assez bien français, et il raconte qu'il a parlé à certains prisonniers alors qu'il les utilisait comme esclaves pour faire ça. Bien sûr, il parlait en genre. Et moi, en fait, mon grand-père, qui était médecin, a eu la vie sauve, parce qu'on l'a vu sauver il était autoriné de sauver un jeune Français qui était très malade. Il l'a opéré, il a réussi avec rien, avec un bout de barbelé, etc. Mais il a été sauvé d'une mastoïdite. C'était quelque chose dont on mourait à l'époque. Et ensuite, le gamin du commandant SS du camp a eu la même chose. Et alors on lui dit, mais va te présenter aux Allemands, etc. Il a dit, voilà, il se peut faire quelque chose pour le gamin. On lui a donné des instruments de chirurgie. Il a sauvé le gamin. Et il a eu droit alors à aller à l'infirmerie. Donc il était un médecin de l'infirmerie. Mais les prisonniers étaient tellement en mauvais état que quand ma grand-mère est allée chercher son mari avec une voiture de Paris, elle a suivi les armées anglaises pour aller le chercher. Eh bien, il a dit, attendez, là, il faut que je reste encore 3 semaines, 4 semaines pour soigner les gens. Parce que, alors les Anglais aidaient beaucoup, apportaient beaucoup. L'armée anglaise était remarquable parce qu'elle a arrêté sa progression pour soigner les prisonniers. C'est-à-dire, non, et on a une urgence humanitaire, on reste là et on soigne. Et donc, ils ont donné beaucoup de médicaments à mon grand-père qui les a utilisés pour soigner ses blessés. Il a dû rester 4 semaines de plus. La leçon de ça, c'est qu'un pays peut, même sous des tapis de bombes, et encore une fois, là, c'était beaucoup plus ample que ce qui se passe maintenant, poursuivre une activité militaire souterraine. Vous avez Titelman expliqué ça. Là, on est dans les souterrains, et c'était vrai en 1944-45. Et c'est vrai aujourd'hui dans l'Iran de 2026. Alors, ce qui était vrai surtout à l'époque, c'est que les bombes, même quand on lançait beaucoup plus, elles visaient quand même beaucoup moins bien aussi. Donc quand vous aviez des infrastructures très enterrées, même en lançant des tapis de bombes, finalement, ça permettait pas de les détruire. Peut-être que ces sites auraient pu être détruits avec des moyens modernes, mais en l'occurrence, les Iraniens s'adaptent à la réalité du terrain. Ça, c'était suffisant pour continuer à travailler pour les Allemands pour la Deuxième Guerre mondiale, et les Iraniens font quelque chose qui permet de résister, même aux plus grosses bombes américaines. Et les continuités historiques, le V2, il est l'ancêtre. Ce que le régime hitlérien s'est engagé dans une espèce de course qu'il a perdu à la fin, mais pas de tellement, qu'il a perdu à la fin sur la confection des V2. Vous savez que le potentiel allemand, industriel, je parle industriel, le potentiel industriel allemand en 1945 est de 90% celui qu'il était en 1939. Non. Certes, les villes ont été rasées, etc. On a bien vu les images, mais pas les usines. Beaucoup étaient enterrées, beaucoup étaient protégées. Il y avait des leurres, etc. Et les Allemands, et c'est pour ça, d'ailleurs, ce potentiel industriel va repartir très vite. Et les Allemands font le choix ensuite, se refont une en 46 de l'industrie allemande, disons, et vont soutenir les efforts de la CECA, de l'Europe, etc. Parce ils ont compris que face à l'Union soviétique, il fallait avoir une industrie allemande forte. Et continuité des guerres, donc ça c'est le V2, effectivement, ce que les ingénieurs allemands ont conçu, et en particulier von Braun, il faut voir l'image de von Braun qui est devenu un héros américain. C'est lui qui est la conquête de la Lune. Un des éléments principaux. Voilà, il avait un bras cassé ou prétendait avoir un bras cassé lors de son arrestation. Et il est devenu un très grand héros de la NASA. Et pas le seul. Les Américains, et c'est désormais connu, ont recyclé pas mal d'ingénieurs les deux camps, très largement. Oui, absolument. Aussi, les Soviétiques collaboraient et qui étaient des nazis pour faire progresser leur industrie, leur ingénierie. Ce qui est terrible, c'est que justement, la guerre est souvent, et ça se répète au travers des âges, des opportunités de croissance, d'innovation dans plein de domaines différents qui finissent parfois
par avoir des répercussions bénéfiques dans le domaine civil. Le GPS, je crois que le GPS, Oui. vous avez tellement mal. Le GPS Internet, c'est une invention. Internet, technologie c'est une invention militaire, Internet Oui, aussi. bien sûr. Ouais, Oui, bien sûr. ce sont les militaires. L'airbag, le laser, enfin, vous en avez dans tous les domaines. Et nous, on a utilisé Dans la d'ailleurs aussi. médecine. L'aspirine, ça en période de guerre, oui, c'était très utile. On a utilisé, nous, Français aussi, des ingénieurs. On leur disait, bon, qu'est-ce que vous préférez, vivre dans la France sympathique, en Normandie, avec du camembert, ou vivre dans une Allemagne détruite ou crevée de faim? Ils ont prévu d'y avoir. Il y a même eu un village. C'était au-dessus de la Seine. C'était un peu comme ça secret parce que c'était que des chercheurs qui venaient avec leur famille, avec une école qui était. Il y a eu tout un village allemand de spécialistes des missiles. Ouais. Et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé les missiliers français à leur début, parce qu'il faut reconnaître et qui est que très les méconnu. Allemands, oui, maintenant, enfin, c'est une histoire assez, enfin, voilà. Et au départ, effectivement, il y a eu un village de techniciens, d'ingénieurs allemands qui ont aidé à l'industrie française, qui est devenue une des meilleures du monde, puisqu'on a eu ce fameux Exocet qui a été longtemps le meilleur missile. Toujours. Voilà, mer-mer. Ou peut-être le meilleur missile mer-mer du monde, absolument. Tout ce qui est ingénierie française, c'est meilleur d'après Xavier Zitelmann. L'Exocet, oui. Alors, pour revenir à l'Iran, effectivement, les 69 tunnels ont été analysés dans cette enquête de CNN et 18 bases de missiles. Et CNN dit que 50 de ces points d'accès sont aujourd'hui réouverts. Et d'ailleurs, Pete Hegseth avait dit qu'effectivement, avait reconnu qu'il profitait de cette trêve pour réparer. Et évidemment, les Iraniens, c'est la preuve qu'ils sont prêts à continuer la guerre et qu'ils seront, je pense, toujours prêts à protéger leurs missiles. Et ils en font, regardez, une espèce de parade. C'est la parade des speedboats. Dans Téhéran, on va même écouter la séquence, puisque ces fameux speedboats qui créent des difficultés très grandes dans le détroit d'Ormuz sont visiblement reconstruits. En tout cas, c'est ce que prétend l'Iran. Écoutez. Il s'agit d'un des vedettes rapides de la classe Zolfakar de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a été exposé ce soir sur la place Engelab. Un journaliste occidental. Voilà. C'est un journaliste de la télévision iranienne. Alors on ne sait pas si c'est un vrai speedboat ou c'est une maquette, genre un peu défilé de carnaval. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est de la classe Zulfikar, donc c'est les tout petits bateaux de la flotte dite Moustique. Oui. Et donc, ils sont en train d'exhiber ce qui permet, dans le cadre de l'asymétrie qu'ils ont proposé, de continuer de harceler le détroit d'Ormuz. Tout à l'heure, au passage, si les images sont effectivement vérifiées, les débris du MQ-9 sont sur l'île de Keshm. Donc on est à nouveau, par le biais de la propagande iranienne, en train d'attirer la lumière et la focale sur le cœur de ce détroit. Et le régime surfe sur le nationalisme d'une partie de la population iranienne. Moi, je me souviens très bien, j'étais en Californie, je rencontrais des émigrés, donc des anti-régime, des royalistes iraniens en Californie. Et en fait, eux me disaient, quand même, ils étaient pour le programme nucléaire iranien. C'est quand même un grand pays comme le nôtre. Mais dans sa dimension civile. Voilà. Non, mais voilà, c'est normal que vous avez bien la France, l'arme atomique, pourquoi pas nous? Il y a un nationalisme iranien, et là, effectivement, le régime surfe dessus, et on a l'impression que le régime, en fait, a été consolidé par cette guerre. C'est pour ça que je lui dis, je pense que cette guerre lui a donné un coup de fouet. Et j'en donne là une preuve, c'est qu'il vient de libéraliser Internet. Et cependant, qu'il avait interdit après les manifestations. Attendons, comme dit toujours Noémie Alioua, c'est quoi votre truc là à la fin du bal qu'on paye les musiciens. À la fin du bal, regardez, qu'on compte les bouses. Et regardez cette image, puisque les musiciens américains jouent leur musique aussi, ou en tout cas préparent leur concert, puisque ce sont les exercices, image publiée aujourd'hui, du 5e corps de Marines, je ne sais pas si vous les connaissez, Xavier Zitelmann, qui visiblement s'entraînent à des opérations possiblement au sol. Alors, pas de grande invasion, mais opérations de commando, absolument. Ouais. Ils sont en Californie, sur des bases en Californie. Commentaire sur l'appareillage ici et sur ces... Alors ça, c'est le V-22 Osprey. C'est un appareil qui a été développé par Boeing principalement, qui a pour particularité de pouvoir décoller à la verticale comme un hélicoptère.
mais une fois qu'il a décollé, ses hélices vont basculer à l'horizontale pour pouvoir voler à la vitesse quasiment d'un avion. Donc il peut transporter beaucoup plus de charge qu'un hélicoptère, et il peut aller plus vite et plus loin qu'un avion traditionnel. Donc là, on va le mettre une quarantaine de commandos armés, on peut transporter des choses qui sont quand même relativement volumineuses. Donc là, c'est l'appareil ultime pour pouvoir faire des assauts amphibies. Les Marines en ont beaucoup. Donc amphibie, il sera accompagné par d'autres équipements. Est-ce que Trump, effectivement, doit surprendre s'il tente quelque chose? Parce que s'il fait simplement, s'il reprend ce qu'il faisait avant, est-ce qu'il est obligé de surprendre de manière ou d'une autre? Une opération au sol, opération commando au sol serait une façon. Il pourrait prendre une petite île, par exemple. Il pourrait prendre la petite tombe ou la grande tombe ou Abu Moussa, qui sont des îles assez faciles parce que c'est pas des falaises. Il pourrait les prendre. Il aurait un gage contre les Iraniens. Écoutez, si vous négociez pas, si vous continuez à traîner les pieds, ces petites îles que je viens de prendre, elles sont assez faciles. Je vais les donner aux Émirats. Les Émirats les ont toujours réclamées. Noémie Alioua, qu'est-ce qu'il peut faire effectivement quand on voit là? Alors pour l'instant, c'est de l'hypothèse, mais ils font des exercices au sol. Est-ce qu'une opération commando vous paraîtrait possible? C'est très compliqué de savoir parce que, par définition, Donald Trump nous surprend toujours. D'ailleurs, en ce sens, il est assez redoutable, il est imprévisible. Il n'est jamais possible de savoir ce qu'il va faire à l'avance. Ce qu'on sait, c'est que sa technique de négociation habituelle, c'est la carotte et le bâton. C'est l'idée à la fois de poursuivre des négociations à la dure et en même temps de menacer de toute sa puissance au cas où ces négociations n'iraient pas jusqu'au bout. Il y a quand même une information qui est intéressante qui est parue ce soir, c'est Iran International qui l'a publié. Vous avez peut-être vu le président iranien qui aurait publié sa lettre de démission. Ça a été démenti. Ça a été démenti. D'accord. C'est maintenant démenti. Ça a été démenti, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même des factions au sein du régime qui aujourd'hui s'opposent, avec les gardiens de la révolution qui prennent de plus en plus de pouvoir, et de l'autre côté des civils. Il y a des différences. Voilà, il y a des différences, et donc ça crée aussi au sein du pouvoir iranien que cette lettre existait ou non. On sait qu'il y a des factions qui aujourd'hui ne sont pas d'accord sur la position à adopter dans cet accord qui sera demain signé, peut-être, probablement, avec les Américains. Donald Trump, il a toutes les options sur la table, mais on sait qu'il a au moins un calendrier, c'est le calendrier des mi-termes, et ça va jouer aussi dans la politique intérieure, va compter dans les décisions qu'il va prendre en termes de politique extérieure. Et ce soir, il y a ceux qui poussent à la reprise de combats beaucoup plus offensifs. C'est vrai aux États-Unis, on va y revenir, et c'est vrai en Israël. C'est évidemment Benjamin Netanyahou. Israël qui d'abord reçoit toujours tous ces ravitailleurs, tous ces KC-46, c'est ça, Gallagher? Les KC-46, c'est une version du Boeing 767 qui est transformée pour en faire un avion de ravitaillement. Vous savez qu'à l'époque, les Américains avaient comparé, il a fait une grande compétition internationale que Airbus avait gagné. Du coup, les Américains ont annulé la compétition. Ils en ont fait une deuxième que Airbus a gagné une deuxième fois. Et donc maintenant, ils sont avec un avion qui est moins bon que ce qui était prévu à l'origine. Boeing a beaucoup de difficultés dans le développement de cet appareil et ils n'ont pas réussi à l'exporter, sauf dans deux pays qui n'ont pas réellement le choix. C'est le Japon et Israël. Et en dehors du Japon et d'Israël qui se font forcer la main pour acheter de cet appareil, la totalité de la Terre, que vous avez au Canada, en Australie, en Angleterre, tout le monde achète l'Airbus A330 MRTT. Vous entendez l'excellence française industrielle? Vous l'entendez là? Encore. Non, mais je vous signale, c'est tout. Au cas où on n'aurait pas compris. Renaud Girard appartient à un groupe qui possède notamment Dassault. Enfin, c'est plutôt Dassault qui possède votre journal. Tout à fait, tout à fait. Donc ça aide évidemment. Mais vous avez raison, l'excellence française. Mais en l'occurrence, maintenant, c'est un appareil qui est opérationnel, qui fait le job, mais qui coûte quand même plus cher et qui n'a pas encore tous les raffinements technologiques, notamment l'intelligence artificielle qu'on a sur l'Airbus A330. Benjamin Netanyahou pousse à fond au combat. Il montre que lui, il veut aller jusqu'au bout sur tous les fronts face à l'axe iranien, à tous les alliés de l'Iran, face au Hezbollah, au prix souvent d'actions très offensives. C'est le cas, regardez, au Liban, au sud du Liban, l'armée israélienne annonce s'être emparée de la forteresse médiévale de Beaufort. Le drapeau israélien a été planté. Netanyahou estime que la prise de cette forteresse est un tournant décisif, c'est les mots qu'il emploie, et il appelle à étendre l'emprise sur les lieux qui étaient sous le contrôle du Hezbollah vers le nord. La France réagit très vivement, elle parle une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, et elle estime, je cite, qu'Israël a commis une faute majeure en avançant sur le territoire libanais. Là, il y a une position très nette de la France contre l'action d'Israël. On va y revenir. Écoutez d'abord notre envoyé spécial, Thomas Misraki, qui est là-bas. C'est beau d'ailleurs. Oui, d'abord énormément de violence en dehors de cette forteresse, des bombardements extrêmement intenses à Tyr où nous nous trouvons dans le sud Liban, dans l'est du pays également. Cette forteresse, elle est importante, Margot, pour plusieurs raisons. D'abord,
sur un point symbolique parce que les Israéliens l'avaient déjà occupé en 1982. Ils étaient restés d'ailleurs jusqu'en 2000 et donc évidemment cela veut dire quelque chose pour les Libanais. Sur un plan stratégique, elle est importante aussi parce qu'elle se trouve sur une crête et en aval, il y a de très nombreuses localités dans lesquelles le Hezbollah pourrait d'une manière ou d'une autre préparer ses opérations contre l'État hébreu. Il y a aussi une route logistique pas très loin de cette forteresse qui pourrait servir au Hezbollah de cheminement logistique pour acheminer des hommes et du matériel vers le front et donc leur présence aux Israéliens dans cette forteresse est utile. Et puis enfin, c'est important, elle confirme aussi ce que disait Benyamin Netanyahou quelques heures seulement avant. Les Israéliens ont donc bien franchi ce fleuve Litani et progressent sur le terrain, sur le sol libanais. Une réaction ce soir d'un député du Hezbollah qui affirme que ce site n'avait rien à voir avec le mouvement chiite. En tout cas, militairement, il dit que de voir le drapeau israélien flotter à nouveau sur cette forteresse, c'est un acte dirigé contre le Liban. Et puis il termine en disant que l'intensification des opérations militaires israéliennes ici au Liban prouve une chose, c'est que les négociations ne fonctionnent pas. Merci à Thomas Misraki. Attardons-nous sur les images parce que l'armée israélienne les produit. On le rappelle, la France condamne cette opération d'Israël au sud du Liban. Mais d'abord, techniquement, qu'on comprenne bien là, expliquez-nous, David Titelman, il y a des caméras qui sont fixées sur le devant des... Ouais, ils ont des caméras qui sont soit sur le casque, soit sur le torse. En Ukraine, on a à peu près la même chose. Mais ce qui est étonnant, c'est surtout en quoi est-ce que c'est impressionnant. C'est pas une place forte, c'est pas un bastion du Hezbollah, c'est pas une place militaire, il n'y a pas de centre de commandement, il n'y a pas de militaire pour défendre la zone. C'est 100% de la com, du marketing. C'est peut-être un pendant à Masada. Il y a Masada au sud, il y a ce fort de Beaumont dans le... Beaufort. Non, pour défendre les localités du nord d'Israël, c'est sur une crête, c'est un point qui leur est très important. En revanche, ça fait naître de très mauvais souvenirs quand même en Israël, puisqu'ils ont tenu cette forteresse de Beaufort de 1982 à 2000. C'est très très long. Elle a été difficile à tenir. Il y a eu énormément de pertes. Donc ça fait beaucoup de réactions quand même en Israël même. Ça ravive ces souvenirs-là. Tzahal avait quitté cette forteresse en 2000. Là, ils reviennent. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a droit à cette réaction, Darius, assez vive et très rapide de la part du gouvernement français. Ce qui choque, c'est le drapeau. Pourquoi évidemment. Pour humilier les Libanais, parce que Anne nous disait que c'est un mauvais souvenir effectivement pour les Israéliens parce que ça a été coûteux pour eux, très coûteux en vie pour tenir effectivement la forteresse de Beaufort pendant 18 années d'occupation. Mais c'est surtout un très mauvais souvenir pour les Libanais qui voient infliger une punition collective. Et moi, je trouve que la réaction de la France, elle est tardive et elle est faible. C'est-à-dire qu'il faut parler d'invasion d'un gouvernement annexionniste, expansionniste, colonial, qui signifie, son souhait, et en cela, il y a une alliance objective entre le Hezbollah et Benyamin Netanyahou, qui ont besoin l'un de l'autre. Ça, c'est une carte postale, si vous voulez, de campagne pour un Premier ministre qui vient se soulager au Liban parce qu'il est frustré sur le dossier iranien, qui voit sa doctrine, celle dont il pense que par la force, Israël va tout résoudre autour d'elle-même, s'effondrer sous ses yeux. Il le fait payer dans une campagne herbicidaire au Liban, avec tous les jours des images désastreuses de journalistes, d'ambulanciers, de civils qui sont tués, dans parfois des doubles frappes, et un Hezbollah également qui accroche des soldats libanais, qui utilisent des techniques d'ailleurs importés depuis le théâtre ukrainien, donc les drones philo-guidés. Et je trouve assez dramatique que la France dû s'attendre cette image humiliante et hautement symbolique pour enfin réagir et déclencher une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Vous faites réagir... Ce serait intéressant qu'on ait... Attendez, qu'on entend les deux points de vue, vous faites réagir Noémie Alioua aussi. Cette réunion au Conseil de sécurité, ce qui est intéressant, et comme quoi on voit l'interconnexion des deux théâtres d'opération, elle aura lieu juste derrière une autre réunion d'urgence au Conseil de sécurité demandée par la Roumanie concernant le drone qui a atterri à Galati. C'est très intéressant parce que tout à l'heure, Darius,
plutôt Gallagher. Vous parlez des supporters de Liverpool qui avaient une lecture totalement biaisée ou en tout cas extrêmement subjective de la réalité des faits, qui étaient un petit peu des fans qui ne voyaient pas, ou en tout cas qui avaient une vision extrêmement... Pas Liverpool, mais Arsenal. Extrêmement subjective, extrêmement partielle. Et là, ce qu'on est en train d'entendre, à mon sens, c'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire une lecture extrêmement partielle, parce qu'elle ne prend pas en compte la question du Hezbollah, qui, à mon sens, ne peut pas être exclue de l'équation. On ne peut pas considérer que cette guerre, qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop mortelle, beaucoup trop difficile pour deux peuples, peut exclure la question du Hezbollah. Parce que justement, l'intérêt des Libanais, aujourd'hui, et depuis beaucoup trop longtemps, est court-circuité par l'intérêt de ce régime iranien, par le biais du Hezbollah, qui est financé, armé, structuré par un régime qui est un régime extérieur, qui défend d'autres intérêts que les intérêts du peuple libanais. Le Hezbollah a toujours refusé d'arrêter de frapper sur les populations du nord d'Israël. Or, que fait un gouvernement si ce n'est protéger sa propre population lorsqu'il a l'occasion de le faire? Et donc, vous avez effectivement le gouvernement israélien qui tente par tous les moyens de protéger sa population, et notamment sa population du nord, qui vit depuis des années maintenant sous le feu des roquettes et des drones du Hezbollah. Moi, je me rappelle très bien le nombre de mois que j'ai passé sur ce territoire-là, à voir des populations être obligées de quitter leur foyer indéfiniment. Et à ce moment-là, très peu de personnes, exactement, très peu de personnes en parlaient à l'époque. Aujourd'hui, on voit ça également au Liban. C'est insupportable. Mais la question du Hezbollah, c'est-à-dire, je rappelle quand même que la branche militaire du Hezbollah est reconnue comme organisation terroriste. Donc, il n'y a pas de question non plus à se poser à ce niveau-là sur cette organisation, qui est un vrai problème pour Israël, mais surtout pour le Liban. On a entendu les deux points de vue. Regardez Exet, puisque l'armée américaine, et il en est l'incarnation, tente à montrer ce soir qu'elle est là le pouvoir militaire. On est là sur l'USS Boxer et le secrétaire à la guerre. Il y a peu de ministres de la Défense dans le monde qui sont à ce point, disons, investis dans la... Qui sauraient faire des pompes, même. Il y en a peu qui savent faire des pompes, et il y en a peu qui sont autant tatoué que Pete Exet. Donc il a vraiment il a tout l'attirail du bon Pete Exet, on le voit soit faire des pompes, c'est simple, soit faire des tutos. En bon ex-journaliste qu'il est, de la chaîne Fox News, mais faire des tutos pour expliquer qu'il faut que le budget américain soit... Et que ça ruisselle. Voilà, et que ça ruisselle, etc. Donc il est effectivement dans cette communication. Là, il était juste avant une grande conférence à Singapour, et il sait parler à ses hommes, il sait incarner cette fonction de ministre de la guerre. Maintenant, il a aussi parfois des propos un peu plus compliqués sur, je ne sais pas si on va en parler plus tard, Darius, sur ce qui va se passer avec l'anniversaire de Donald Trump, la fête de MMA dans un octogone qui va être élevé à la Maison-Blanche, et le fait que, justement, il y a des militaires qui vont avoir des places gratuites pour aller dans cet octogone et qui doivent avoir un poids précis. C'est ça. Et donc, pour avoir un certain poids, c'est-à-dire, en gros, il ne veut pas que les militaires... il avait déjà dit, fini l'obésité dans l'armée. Oui, effectivement. On va parler des problèmes de poids, mais sur l'incarnation. Le problème qu'on a avec lui, c'est que c'était son boulot. Il est secrétaire à la guerre, il est le patron du Pentagone. Et ancien militaire. On attend pas diminuer le fait qu'il a quand même servi en Afghanistan. Tout à fait. On attendait de lui, lors de la fameuse réunion du 11 février 2026, enfin, il y en a même plusieurs dans la journée, qu'il exprime un avis militaire stratégique, parce qu'il est la tête du Pentagone. Il s'occupe pas de petites tactiques, de combien il faut faire de pompes quand on est Marine, etc. Il est tout en haut de la hiérarchie. Eh bien non, il n'a pas, parce qu'on sait, la presse américaine nous a donné en fait les comptes rendus de ces réunions, il n'a jamais, à aucun moment, averti son président, c'est-à-dire le chef suprême, qu'il pourrait y avoir un problème avec le détroit d'Ormuz. C'est un manque assez grave, je trouve, pour un secrétaire à la guerre. Pareillement, c'est lui qui avait accidentellement inclus Jeffrey Goldberg dans un fil signal de communication sur une application commerciale cryptée, où on voyait qu'il jouait à la communication guerrière, et notamment il y a cette phrase quand même assez marquante où il dit la sécurité opérationnelle est parfaitement assurée, dans un fil où il a inclus un journaliste. Mais effectivement, moi je trouve que c'est bien, c'est sain
de montrer qu'on entretient effectivement son physique. C'est l'idée très, j'allais dire, spartiate ou romaine de l'esprit saint mens sana in corpore sano. Le problème, c'est que lui, il manque le mens sana. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui nous a gratifié d'un faux verset de la Bible en citant une scène de Pulp Fiction plutôt que les évangiles. Donc je pense qu'il y a effectivement des faiblesses tactiques et stratégiques, et je reste poli, de la part de Pete Hegseth. Est-ce que les Américains sont sensibles, en tout cas une partie de la... Comme vous citez les généraux romains qui, César, pas de comparaison, mais César qui était très au milieu de ses hommes. Il y a des batailles à Munda où il se bat vraiment avec ses hommes. Hein. C'est le fait qu'on ait là un chef de la, un chef de la défense qui soit lui-même à ce point-là, disons, investi, Xavier. Ah ouais, non, mais avoir un chef qui montre l'exemple, qui fait les exercices. Moi, je sais que tous les commandants, ils faisaient du sport avec nous le matin et c'était très bien. Donc là, que ça monte jusqu'au plus haut de la chaîne hiérarchique. Après, voilà, il incarne aussi ça parce qu'il a été militaire par le passé et qu'il veut rétablir la bonne santé. Voilà, c'est moral. Ça, il n'y a aucun problème sur le physique et le fait qu'il fasse. Il y a un message politique, hein, c'est pas simplement une anecdote sur on va être la nation qui investit encore plus sur l'armée, on va l'entendre, et on va être la nation qui va montrer encore plus le dent aux Chinois. Écoutez la première déclaration où il parle de la motivation qu'il veut communiquer. It's an honor to be here. This is the best view, I'm convinced, looking out at all of you. It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you're ready to do. It's what the world knows you're prepared to do. You could be doing a lot of other things. You choose to serve. You choose to serve this great country in uniform, in harm's way, on behalf of the American people. And because of what you do and how you do it, I can sit at a table and talk about American deterrence and American strength. Godspeed in your mission. We've got a lot of good stuff ahead. On behalf of the American people, we're with you all the way. Go get it. God bless. Thank you. On peut filer la métaphore sportive qui nous hante depuis le début de cette émotion. C'est-à-dire que je l'écoutais et je me dirais, c'est un super coach sportif. C'est un bon coach. Et c'est pas ça qu'on attend du patron du Pentagone. Donc c'est bien de mobiliser, de galvaniser les troupes autour de ces idées qui manient un peu vaguement de la supériorité physique, technologique, etc. Mais on attend aussi de lui une vision. Et franchement, je trouve que la sienne, en fait, elle est dépassée, elle est surannée en ce sens qu'aujourd'hui, quand on étudie les guerres, on parlait des drones philo-guidés. Ça, vous pouvez faire autant de pompes que vous voulez et autant d'abdos. Ça va pas vous sauver face à un drone philo-guidé. Donc, l'entretien, parce que le corps, c'est un outil de travail, qu'on soit journaliste, qu'on soit militaire, mais il lui manque cette dimension-là clairement à Pete Hegseth. Donc, c'est pas comblé par ces espèces de clips de campagne. Mais sur l'investissement dans la guerre, moi je suis frappé, il y avait Thierry Breton à votre place, il marquait à quel point tout à l'heure, autant l'Europe a désinvesti de la chose militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. On estimait que c'est bien de se défendre, d'avoir une capacité de défense, point, pas beaucoup plus. Les États-Unis semblent aller encore plus loin dans le divorce, c'est-à-dire eux misent sur une puissance militaire et même agressive. Alors là, assumée, pour le meilleur ou pour le pire, mais au moins clair. Là, il faut clairement dire les choses sur ce plateau. Ce sont les Européens, c'est-à-dire nous, qui avons eu tort, et les Américains qui ont eu raison. Souvent, vous me reprochez de critiquer les États-Unis d'Amérique. Là, je dis, c'est eux qui ont eu raison. Ils n'ont pas désarmé. Ils ont considéré que le monde moderne était dangereux. Nous avons eu la grande surprise, moi le premier d'ailleurs, de voir un Poutine qui était devenu dangereux pour l'Europe, qui au lieu de développer son immense pays, qui fait 17 millions de kilomètres carrés, mais il avait choisi d'aller essayer de prendre du territoire chez le voisin, alors qu'il en avait suffisamment chez lui. Ça, nous avons été pris par surprise. Nous avions désarmé, c'était les dividendes de la paix, c'était l'État social, etc., etc., etc. Et plus que ça, cette idée qu'il faut conquérir. Nous, Européens, considérons que c'est tabou complètement. Il faut surtout pas essayer de conquérir quoi que ce soit. C'est fini. Voilà. Vous parlez de Napoléon. Moi, je suis frappé sur ce plateau. Souvent, les généraux, en théorie, admirent Napoléon. Mais si vous leur dites, aujourd'hui, est-ce que la France pourrait conquérir quelque chose? Non, mais les Américains, ils veulent pas conquérir, Darius. Non, les Américains. Le Groenland, quand même. Panama, conquérir. Cuba, le Venezuela.
là. Vous parlez c'est des supputations. Enfin, moi, je suis désolé, les guerres que j'ai couvertes. Groenland, c'est pas une supputation. Dans lesquelles, en tout cas, ça ne s'est pas produit. Je parle, si je peux terminer ma phrase, Darius, de guerres que j'ai couvertes, dans lesquelles les Américains n'ont rien conquis du tout. C'était en Irak, c'était en Afghanistan. Donc, c'est facile à projeter, évidemment. Et les Américains veulent continuer à ce que leur image de première puissance militaire du monde existe. Et en cela, je leur donne pas tort non plus. Est-ce qu'ils n'ont pas étendu leur base depuis 40 ans ? C'est la réalité. Ils ont étendu leur base depuis 40 ans. Ils sont en train de se faire cribler de missiles par les Iraniens pour le moment dans le Golfe, leur base. Donc, pour moi, ce que dit Renaud Girard à l'instant, c'est-à-dire le fait qu'ils avaient raison, sans aucun doute. Sans aucun doute, là est l'immense différence entre les États-Unis et nous, les Européens, et nous le regrettons. Mais pour le moment, c'est trop tard. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, de ce point de vue-là. Je trouve que le plus révoltant, c'est ce que vous nous dites parfois, Darius, de certains ambassadeurs, mais qu'on peut entendre par ailleurs si on écoute bien certains discours de personnes qui sont aux responsabilités, c'est l'idée de l'acceptation du déclin. C'est l'idée qu'au fond, l'Occident a déjà fait sa part de l'histoire, qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faudra accepter une forme de soumission des nouvelles puissances émergentes, que l'âge d'or de l'Occident est derrière nous, que l'Europe, au fond, n'est qu'un territoire qui est en train de décliner et qui devra accepter ça. Et c'est vrai que ça, c'est un discours que je trouve extrêmement révoltant, extrêmement grave, parce qu'effectivement, vous avez d'autres pays qui n'hésitent pas à être des prédateurs. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis dans un autre, évidemment dans un autre registre et pas avec la même ampleur. Mais malgré tout, vous avez des pays qui acceptent d'être des prédateurs, ou en tout cas qui acceptent de se défendre, et même au-delà peut-être d'étendre leur idéologie, d'étendre leur culture, leur histoire, et d'exister sur la scène du monde. La liste des grands ports, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, la liste des très grands ports du monde, quand moi j'avais 20 ans encore, il y avait Rotterdam, et je voyais Rotterdam petit à petit être descendu, et maintenant il y a plein de ports chinois, indiens, etc. Mais les ports européens, je crois que dans les 20 plus grands ports, ceux où il y a le plus de transit du monde, c'est fini. Il n'y a presque plus d'Européens. Les Américains, eux, n'acceptent pas cette idée-là. Tu as raison, ils se disent non, on va... J'ai même connu Marseille comme un... Mais c'était vraiment... J'étais pas né, c'était sous le gouvernement Debré, mais j'ai connu Marseille comme un très grand corps européen. Et Marseille est derrière Tanger aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que la flamme, en fait, de ce pouvoir, et je pose la question, je l'affirme pas,